Hello! Hello Mathieu, hello tous nos amis sur le chat, bonjour tout le monde. Bonsoir à tous. Ça fait super plaisir de faire cette émission qui est unique en son genre, vu que c'est la première fois que vous allez parler de vous, Franck. C'est pas un exercice que vous faites souvent? Ben, c'est sûr, non, j'en parle rarement, ça m'est arrivé quand même occasionnellement de dire 3 mots, mais bon, voilà, je ne me suis jamais considéré comme le sujet principal dans cette histoire. Ah, bon, bah, on va vous mettre une note alors à la fin. En tout cas, on a sorti les cravates Oui, oui, parce que c'est un grand jour. tu as bien, insisté pour tout ça. C'est bien, Eh oui, merci. eh oui, eh oui. Et oui, parce qu'il fallait, Franck. Vous avez quand même écrit des choses extraordinaires qui changent la vie de beaucoup de gens, mais au final, personne ne sait qui vous êtes. Et là, ça fait bientôt 1 an qu'on est sur cette chaîne, et je pense que c'est légitime pour ceux qui vous suivent. Et puis, j'ai eu énormément de demandes dans ce sens-là, de faire un peu une rétrospective de votre vie. Comment vous en êtes arrivé à découvrir la métaphysique. Donc aujourd'hui, vous allez nous expliquer tout ça. Je vais vous mettre en grand. Ça va être génial. Eh ben, on va essayer de se plier à ce petit jeu sympathique finalement. Oui. Alors, si vous avez envie de dire quelque chose avant de commencer, le temps que les gens arrivent, parce que là, ça arrive tout doucement. Ben, dire que on est vraiment heureux d'être là. Et on espère servir à quelque chose. On reçoit quotidiennement des témoignages de gens qui nous remercient et qui ont leur vie, transformée par la haute métaphysique et ça, c'est vraiment un très grand encouragement et un très grand bonheur. Heu, j'ai toujours, considéré que si on est incarné, c'est pour, apporter un plus, apporter, du bonheur, apporter des hautes vibrations à son univers. Chacun a un univers. Mon univers aujourd'hui, c'est vous tous. Et lorsqu'on me témoigne qu'effectivement, j'ai pu améliorer quelque chose dans la vie des uns et des autres, ça me fait un grand, grand plaisir. Et je ne pense que ce n'est qu'un début de toute façon, parce que chaque jour les choses s'améliorent et chaque jour, moi aussi de mon côté, j'améliore, ma connaissance de toutes ces vérités et mon expression de tout ça et c'est grâce à vous, c'est grâce aux gens qui m'écoutent et puis qui me grâce à leur retour aussi, parce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas. Bon, on fait des échanges pour ça, que ce soit pour, par le chat ou par les mails ou par autre chose et c'est toujours très agréable. Je m'efforce toujours de répondre aux gens qui m'écrivent. Merci Franck pour cette petite introduction. Alors du coup, bah, il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues entre deux, donc c'est parfait, on va pouvoir démarrer. Je vais vous mettre en grand, Franck. Vous dites ce que vous voulez. On attend quand même de vous connaître voilà, depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui, en passant par les expériences extraterrestres que vous avez eues. Ça va intéresser énormément de gens. Donc, ben, Franck, allez-y. Et merci d'avance pour ce que vous allez faire aujourd'hui. Ben, merci, mais je compte sur toi pour m'aider aussi, hein, Ah oui, oui, je vous et aiderai, je vous aiderai. ne pas disparaître totalement. Oui. Donc cette histoire, je vais pas vous raconter tout depuis le début, mais disons, il paraît, il semblerait que j'ai été un autiste Asperger, comme on dit. Vous savez sans doute, certains d'entre vous savez ce que c'est qu'un autiste Asperger. Ce sont des gens qui au départ se demandent bien ce qu'ils font là, qui a bien pu les amener, sur cette planète? Pourquoi ils sont là? Et ils ne comprennent pas comment communiquer avec ce monde parce qu'ils ont l'intuition que ce monde est en eux et qu'il n'y a que soi. Ça, c'est un sentiment que beaucoup d'enfants ont. Mais enfin, pour les autistes, c'est un peu handicapant parce que ça les empêche de communiquer. Ça les empêche de savoir comment vivre. Comment est-ce qu'on doit se comporter dans le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce monde puisque de toute façon, bah, il est apparemment il est là, mais en même temps il n'est pas là puisque, je n'ai conscience que de moi, je n'ai conscience que de la conscience.
évidemment. Donc ça pose un problème au niveau de la communication au départ et bon, moi j'étais pas un autiste Asperger très grave, gravissime. Disons que j'étais aux 3/4, quelque chose comme ça et le résultat, bon, ça a évolué depuis, hein, évidemment, parce qu'il y a eu une époque où où j'aurais pas été capable de parler en public ou de parler devant une caméra ou même de frapper à la porte de quelqu'un pour lui demander s'il voulait jouer avec moi. Ça, c'était beaucoup trop me demander, mais ça a passé bien entendu. Vous avez remarqué que, communiquer n'est plus mon problème évidemment et ça s'est amélioré dans les années, disons dans les années 70-80. Au sortir du lycée donc tout ça. Après, au bout de quelques années après, fac et cetera. Donc tout ça, on s'en fout un peu de ce qui s'est passé au début. Disons que l'important, c'est qu'à l'époque, et même dans mon adolescence, je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je suis incarné? Qu'est-ce que c'est que ce Beans quoi?» comme dirait comme on dit dans Les Visiteurs. Heu, est-ce que est-ce que je peux accepter de vivre et de continuer ce jeu sans savoir pourquoi? Sans savoir que c'est que ce jeu? Pour qui je joue? À quoi est-ce que je joue? Comment ça se fait? D'où ça vient tout ça? Pourquoi j'aime? Pourquoi j'aime pas? Pourquoi je suis heureux? Pourquoi je suis pas heureux? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a une signification? Si ça a pas de signification, c'est pour moi, c'était clair à l'époque. Si je comprenais pas pourquoi j'étais là, je préférais arrêter tout de suite et bon, probablement que je suis pas le seul à avoir été dans ce cas-là, mais cette idée me paraît quand même un peu excessive, un peu bizarre. Se dire, «Non, non, non, moi je ne joue pas ce jeu, je ne veux pas vivre dans des conditions où, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui m'a amené là, je ne sais pas comment j'y suis venu, je ne sais pas ce que j'y fais, je ne sais pas où tout cela me mène, donc je retourne d'où je viens». Ça voulait peut-être dire que j'avais l'intuition que je venais de quelque part. C'est bien possible. En tout cas, j bon, en tout cas, bon, ça n'a pas duré, pendant 20 ans cette histoire-là. J'ai fini par, accepter, d'être là, même avant d'avoir complètement compris. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été ma force dans cette histoire-là, c'est que, bah, j'avais pas vraiment envie de disparaître, j'avais plutôt envie de comprendre et je crois que j'ai jamais douté que j'allais pouvoir comprendre. J'ai jamais douté que la solution était quelque part, était là, était forcément là, puisqu'il n'y a que soi. Posez-vous la question, il n'y a que soi. Soi est la conscience. Vous connaissez une autre conscience que vous-même? Non. La conscience, c'est soi et par conséquent, les réponses à cette question de: «Qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis là?» et cetera. «Qu'est-ce que c'est que l'univers?» Elles sont forcément en soi. Où pourraient-elles être puisqu'il n'y a que ça? Ça, c'est une évidence qu'en général, on n'ose pas voir en face, mais pour moi, c'était quand même une évidence. Donc j'ai toujours pensé que c'était possible. On doit pouvoir comprendre l'univers, on doit pouvoir comprendre ce qu'on fait là. Bon, il y a un avantage quand même, certain, faut le reconnaître, c'est que j'ai pas choisi n'importe quelle famille puisque, bah, ma mère était très philosophe, mais mon père était plongé, perpétuellement dans ses travaux, bien qu'horloger et horloger en chambre. J dans un petit appart, à Paris et puis ensuite, dans un HLM, en banlieue. C tout ces cette vie, en contact, à peu près permanente avec ce père, Léon Raoul-Athème, donc certains d'entre vous connaissez bien entendu. C'est un avantage certain, qui qui n'est pas celui de tout le monde puisqu'on passait notre temps à table, dans la vie et cetera. Enfin, bon, j'exagère un peu en disant on passait tout notre temps, hein, j'aimais bien jouer à la pâte à modeler, faire des dessins, tout ça. Mais c'est, le fait d'être perpétuellement en train de parler de l'univers, puisque mon père, j'avais 3 ans quand il a déposé ses travaux à l'Académie des sciences. Évidemment, à l'époque, on n'en parlait guère. Mais c'est à l'année de la mort d'Einstein en 1955, quelques semaines après d'ailleurs, après ce décès d'Einstein, heu, il avait compris le principe essentiel qui permettait à l'univers d'être un mouvement perpétuel et de créer en permanence sa propre énergie.
Pourquoi cette énergie perpétuelle qui se crée et se recrée d'instant en instant, apparemment, puisque les atomes ne ralentissent pas, les planètes ne ralentissent pas, le monde ne ralentit pas, l'évolution ne ralentit pas. Au contraire, tout cela s'accélère. L'évolution, vous avez remarqué qu'elle s'accélère, le temps, vous avez remarqué qu'elle s'accélère. Les atomes, les particules, les étoiles, on n'a pas l'impression qu'ils s'accélèrent. On n'a pas l'impression, mais ils s'accélèrent forcément. Parce que s'ils ne s'accéléraient pas, ils ralentiraient. Pour maintenir une vitesse, il faut accélérer. Si vous n'accélérez pas, la vitesse se ralentit forcément parce qu'il y a toujours des freinages, des blocages, des choses qui font que tout cela va se ralentir et ça se ralentirait de toute façon. Alors bon, heu, lui, il avait compris ça, il avait compris que non, ça ne pouvait pas ralentir, c'était un mouvement perpétuel, c'est-à-dire un système qui crée en permanence sa propre énergie pour fonctionner. Et c'est ma mère qui lui avait dit ça. C'est ma mère qui lui avait fait remarquer, parce que mon père ne cherchait pas l'origine de l'univers au départ, pas comme moi. Il cherchait à créer un mouvement perpétuel. Comme il était horloger, il voulait faire une pendule perpétuelle, une pendule qui marche toute seule, qui marche tout le temps. Donc on n'a pas besoin de remonter. Il disait: «Si je fais ça, ma fortune est faite, c'est génial». Et c'est ma mère un jour qui lui a dit, «Mais Loulou», elle l'appelait Loulou, j'étais pas là quand elle lui a dit, mais enfin, elle me l'a raconté, «L'univers, c'est un mouvement perpétuel. L'univers, c'est un mouvement perpétuel». Il a dit: «Bah oui, mon Dieu, mais c'est bien sûr. L'univers, c'est un mouvement perpétuel. Donc il faut d'abord, avant de faire une pendule perpétuelle, comprendre comment l'univers fonctionne. Il faut comprendre, qu'est-ce qui va faire que, un atome, au lieu de ralentir et de s'arrêter, continue toujours et donne l'impression d'être toujours à la même vitesse malgré tous les freinages. Mais les freinages, c'est pas ce qui manque. Imaginez, je suis assis sur une chaise là, hein. Bah oui, il y a pas de doute, c'est une chaise. Et tous les atomes, la chaise, elle est constituée d'atomes. Je suis assis dessus, donc mes atomes, ils sont en contact avec, plus ou moins, enfin à distance, mais ils sont en contact quand même avec tous ces atomes. En tout cas, ils les influencent énergétiquement. Donc si vous mettez des si vous apportez des influences comme ça extérieures à un système qui fonctionne, c'est une énergie qui va le perturber, qui va le ralentir forcément. C'est une influence extérieure. Toutes les influences extérieures ont tendance à, ralentir, surtout quand on pèse dessus, surtout quand on s'appuie dessus, surtout quand, bon, les, mmh, les physiciens, ils ont essayé de résoudre ce problème en inventant la notion de quantum. Ils vous diront pas ça, ils vous diront pas ça. Ils vous diront d'autres explications du quantum, mais c'est ça, dans le fond. La réalité du principe du quantum, c'est ça. Comment maintenir la distance d'un électron à son proton, à son noyau? Alors qu'on va être tout le temps en train de presser dessus, en train de pousser, en train de tirer, en train de le déplacer par rapport à ça. Et vous vous doutez bien que si une particule est en équilibre instable, forcément instable, en attraction, mais avec, un mouvement qui l'éloigne. Bon, c'est un équilibre entre 2 forces, mon père disait: «2 billes posées l'une sur l'autre». Il disait: «Vous les posez 2 billes posées l'une sur l'autre? Essayez donc de les faire tenir 3 secondes. Elles tiendront pas». Et les atomes, ils tiendront depuis toujours, depuis des milliards d'années, en équilibre instable comme ça entre une attraction et un mouvement qui les éloigne? C'est pas possible. Il y a longtemps que tout cela aurait disparu. Et ça donc, depuis, sa plus tendre enfance, quand il était à l'école, quand il apprenait la physique, même qu'il était à l'école d'horlogerie, mais à l'époque on apprenait des choses à l'école, c'était bien. Lorsqu'il a il disait: «Mais il raconte des bêtises le prof». Il dit n'importe quoi. La gravitation, ça peut pas fonctionner. Ça n'existe pas un univers avec la gravitation, c'est pas possible parce que tout tomberait les uns sur les autres, ça ferait une boule informe et puis on n'en parlerait plus. Ça ferait pas une explosion, ça pourrait pas faire une explosion parce que pour qu'il y ait une explosion, il fallait de la chaleur et pour qu'il y ait de la chaleur, il faut des mouvements accélérés. Donc si on rapproche des atomes, évidemment, ils vont s'accélérer parce qu'on presse dessus et comme il y a un système de régulation qu'il a découvert après, mais là, il le remarquait, il disait: «Il y a un système de régulation, il faut que je trouve», qui fait que même si on comprime un atome, il va résister, essayer de maintenir les distances entre les particules. Il disait: il y a un souci avec ça, il y a une raison pour lesquelles, les particules ne tombent pas les unes sur les autres et si on comprimait toute la matière en un seul endroit, un pamplemousse,
minuscule ou une tête d'épingle comme on nous le prétend, ou comme certains physiciens le prétendent encore. En tout cas, on l'enseigne encore à l'école ou à l'université, les Big Bang et tout ça. On dit, «C'était tout comprimé alors, c'était très, très chaud et ça fait boum». Est-ce que ça a fait boum? Bah, c'est pas parce que c'est comprimé que c'est très, très chaud, au contraire, c'est le contraire. Parce que pour que ce soit chaud, il faut des mouvements et des mouvements accélérés. Et pour qu'il y ait des mouvements accélérés, il faut déjà qu'il y ait des particules qui tournent les unes autour des autres, sinon il y a pas de mouvement. Si les particules sont collées les unes contre les autres, il y a aucun mouvement et donc il y a aucune chaleur, ce n'est pas possible. C'est une méconnaissance complète de la chaleur que de prétendre des théories p que d'affirmer des théories pareilles. Et lui, ça lui paraissait une évidence que tout cela ne tenait pas debout. Effectivement, ça ne tient pas debout du tout, sauf que l'univers, lui, tient debout. Et donc, c'est d'autres théories qu'il faut trouver pour expliquer tout ça. Alors, bon, fort de ces remarques qu'il se faisait, il s'est dit, «Bon, on va trouver». Et puis, il avait compris, je ne vais pas tout vous raconter évidemment, il avait compris que les, heu, les particules, la Terre, la Lune, tout ça, c'était des aimants. Il a découvert plein de choses avec le livre de Flammarion, «L'astronomie populaire». Parce que bon, et même avant, parce que quand vous regardez la Lune et quand vous regardez la Terre, même avec une petite lunette, il en avait une, la Lune, elle se balance comme ça. La Terre, elle tourne en 24 heures, à la surface en tout cas, sur 24 heures. C'est arbitraire, mais c'est comme ça. Elle tourne en 24 heures. C'est dit et c'est bizarre, la Lune, un coup, elle monte son pôle nord, un coup, bon, elle va dans un sens, après elle va dans l'autre, dans un sens, elle va dans l'autre. Toutes les 12 heures, toutes les 12 heures. Ça veut dire qu'il y a un synchronisme avec la Terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce synchronisme avec la Terre, c'est du magnétisme. C'est attraction, répulsion, attraction, répulsion, attraction, répulsion. Toutes les 12 heures. Ce qui veut dire que la Terre présente son pôle nord et son pôle sud à la Lune toutes les 12 heures, un coup son pôle nord, un coup son pôle sud, et la Lune, elle a son pôle nord, elle va être en attraction, et puis après, elle a son pôle sud, elle va être en répulsion, et ainsi de suite. Il suffit de regarder le ciel pour comprendre des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'être physicien, il n'y a pas besoin d'être mathématicien. C'est très simple. Ce sont des aimants. Alors, il a commencé des recherches avec les aimants, et puis il se rendait compte que les aimants, ils se mettent en route tout seuls. Vous mettez un aimant ici, un aimant là, ils se mettent en attraction. Ils alignent leurs 4 pôles pour tomber l'un sur l'autre. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc ils créent de l'énergie. Ils créent de l'énergie. Personne ne les pousse, personne ne les oblige à tomber l'un sur l'autre. Et ils créent du travail. C'est du mouvement, c'est du travail ça. C'est vraiment un travail. Où est la consommation d'énergie? Il n'y en a aucune. Ils n'ont pas consommé 1 milligramme de magnétisme, évidemment. Ils n'ont rien consommé du tout. Le magnétisme est strictement le même. On ne leur a pas donné une pichenette, on ne leur a pas donné un coup de pied au derrière, on ne les a pas tirés avec une ficelle, on n'a rien fait. Ils se sont mis tout seuls en mouvement pour tomber, pour s'unir, pour s'unifier. Donc il a dit, voilà, si l'univers est magnétique, si les planètes sont des magnétismes comme la Terre et la Lune, ben, le Soleil aussi doit être un aimant comme la Terre et la Lune. Et en tout cas, tout cela est capable de créer sa propre énergie. Et donc, il y a la clé du mouvement perpétuel là-dedans. Il y a la clé du mouvement perpétuel parce qu'ils se mettent en mouvement tout seuls, forcément. Il n'y a pas besoin de les pousser. Pourquoi ils se mettent à tourner? Ça, c'est encore une autre affaire, ça vient plus tard. D'accord. Mais l'important, c'est le point de départ, n'est-ce pas, de cette histoire-là. Comprendre que si le Soleil attire la Terre, bah, c'est forcément qu'il est en synchronisme aussi magnétique, puisque lorsque vous faites, et ça, il faisait plein d'expériences avec les aimants, il n'a pas arrêté d'en faire. Si on fait tourner 2 aimants, un on met un petit moteur, on le fait tourner. L'autre, on lui met un autre petit moteur, on le fait tourner aussi. Si on ne les fait pas tourner à la même vitesse, mais ils sont totalement indifférents. Ils vont ni s'attirer ni se repousser. Un coup, ils vont s'attirer, un coup, ils vont se repousser. C'est aucune, indifférent. Il n'y a pas d'attraction entre eux. Donc si les planètes n'étaient pas synchronisées magnétiquement, il n'y aurait pas ce qu'on appelle la gravitation, c'est-à-dire le fait qu'ils se maintiennent en attraction. On se demande comment ils se maintiennent en attraction puisque, en fait, ils devraient, depuis longtemps, s'éloigner les uns des autres quand même, si c'était lancé comme ça à la volée. Einstein était conscient de cette histoire-là et c'est pour ça que mon père voulait contacter Einstein. Quand il a découvert la dégravitation, il s'est dit: «Il faut que je dise ça à Einstein, il va comprendre parce que c'est ça qu'il cherche». Le problème, c'est qu'il était mort. Il est mort 3 semaines avant.
Et et donc rotation synchronisée, elle est ce n'est que lorsque les aimants sont en rotation synchronisée qu'ils s'attirent. Là, ils s'attirent, c'est-à-dire quand ils tournent à la même vitesse et présentent chacun un pôle nord, un pôle nord, un pôle sud, après un pôle sud, un pôle nord, après un pôle nord, un pôle sud, après un pôle sud, un pôle nord, et cetera, et ainsi de suite. Et donc là, il y a une solidité qui se produit. Cette solidité, après, il a compris qu'elle était compensée par la translation orbitale pour des raisons que, bon, j'explique dans d'autres conférences, je ne vais pas raconter ça ici. C'est juste pour vous donner un petit peu la démarche. Et ainsi, il s'est dit, voilà, donc le Soleil aussi doit tourner en 12 heures ou en 24 heures ou en 48 heures pour qu'il y ait synchronisme avec la Terre. Alors il regarde dans le bouquin de Flammarion et puis il dit, tiens, le Soleil tourne en 25, 25 jours à l'équateur. L'équateur du Soleil tourne en 25 jours à peu près. Et puis à 45 degrés de latitude, il tourne déjà en 27 ou 28 jours. Comment c'est possible? Et puis alors si on va plus au pôle, alors là c'est 30-35 jours. Comment c'est possible? C'était la preuve que le noyau du Soleil ne tourne pas à la même vitesse que la surface et que le noyau du Soleil tourne beaucoup plus vite que la surface du Soleil. Bon, vous étudierez la question si ça vous branche. Mais à ce moment-là, peut-être que le noyau du Soleil tourne aussi en 24 heures, puisqu'il attire la Terre. Si c'est un aimant et qu'il attire la Terre, forcément il est synchronisé. Et s'il est synchronisé, ça veut dire qu'il tourne en 24 heures, ou en 48 heures, ou en 12 heures. L'essentiel, c'est que périodiquement, les pôles se retrouvent face à face. OK. Mais si le noyau tourne plus vite que la surface alors? C'est pour ça que le Soleil est chaud, parce qu'il y a un frottement entre le noyau qui est entraîné en 24 heures, en 12 heures, par exemple, en même temps que le noyau de la Terre, en même temps que le noyau des autres planètes et en même temps que les noyaux de toute la galaxie, forcément, puisque toute la galaxie a une cohésion. Toute la les galaxies fonctionnent forcément en synchronisme magnétique et la gravitation n'a absolument rien à voir avec ça, c'est une fable. Évidemment, c'est une fable. Aucun univers ne fonctionnera avec la gravitation, c'est pas possible. Et beaucoup s'en rendent compte, hein, beaucoup de physiciens s'en rendent compte et le comprennent, mais ils n'ont pas autre chose à se mettre sous la dent, donc ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et donc, si le soleil si le noyau du soleil tourne, en 24 heures et que la surface tourne en 25 jours ou 28 jours ou 30 jours, bah, et forcément il y a un frottement entre les différentes couches. Il y a le noyau qui tourne vite et puis les clous le soleil est tellement gros, comment voulez-vous que toute la surface, tourne à la même vitesse que le noyau? Peut pas. Il y a trop d'inertie, ça frotte, ça frotte, ça frotte et ça finit par se liquéfier et ça finit par chauffer et par devenir du magma et par devenir brillant et c'est pour ça que le soleil brille et nous chauffe. C'est pas du tout une histoire d'explosion nucléaire comme on nous l'enseigne, pas une seconde. Si c'était le cas, bah, il y a longtemps que tout ça aurait disparu, évidemment. On nous dit que c'est une, explosion nucléaire autocontrôlée, mais elle est autocontrôlée par rien du tout. Il y a absolument rien qui autocontrôle ces explosions, si c'est le cas tel cas. Non, c'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça que ça marche. Mais toutes les étoiles, elles brillent, elles sont chaudes, elles sont lumineuses et toutes les planètes qui sont petites comme la Terre, bah, elles sont telluriques. Elles sont pas ch elles sont un peu chaudes au milieu parce qu'il y a quand même certainement un peu de frottement entre la surface et le noyau, un peu, pas énormément, mais c'est normal qu'il y en ait toujours un peu puisque les pôles magnétiques sont au niveau du noyau. Donc, la surface, elle va forcément avoir un ralentissement, avoir un freinage par rapport à la vitesse du noyau et donc il y aura toujours un frottement, donc il y aura toujours du magma. Donc la Terre, il y a du magma. D'ailleurs, c'est ce magma qui va faire les volcans et c'est ce magma qui va faire qu'il y a de l'eau, parce que l'eau est une évaporation à partir du magma. C'est pour ça qu'il y a des océans sur la Terre, c'est pas du tout à cause des comètes comme on nous le dit et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus, les physiciens l'ont remarqué, beaucoup plus d'eau souterraine que d'eau en surface. Vous vous rendez compte? Bah, de l'eau en surface, les océans, tout ça, il y en a pas énormément, mais de l'eau souterraine, il y en a plus. D'où vient cette eau? Des comètes? Mais n'importe quoi. Et pour les comètes, où elle vient l'eau? Il faut bien que l'eau vienne de quelque part. L'eau vient
du noyau et de la liquéfaction du magma, c'est la condensation. Et c'est le cas partout, c'est pour ça qu'il y a de l'eau partout. Chaque fois qu'on va sur une planète, on cherche de l'eau. Et manque de peau, je dirais entre guillemets, on en trouve. On en trouve. Et là où on trouve de l'eau, d'ailleurs, on trouve de la vie. Ce qui veut dire qu'il y aura de la vie partout. Il y a de la vie partout, sur toutes les planètes, évidemment. Bon, c'est un autre problème, mais c'est pour vous dire un peu sa démarche. Euh, on peut comprendre comme ça tout ce qui se passe dans l'univers. Et en regardant le bouquin de Flammarion, il s'est dit, bah oui, ça s'explique. Si c'est magnétique, ça s'explique. Ça s'explique si c'est magnétique. Ça s'explique pas si c'est la gravitation. Ça s'explique aussi avec le magnétisme. Ça s'explique pas avec la gravitation, etc. Donc voilà. Après, il lui restait une chose à comprendre. Comment il peut y avoir accélération? Et cette accélération, c'est ce qui fait que ces mouvements de rotation synchronisée se maintiennent malgré tous les freinages qu'il peut y avoir. Et des freinages, il y en a. Donc ils sont entraînés par quelque chose. Et il a compris que ce quelque chose, il a compris ça en jouant avec, parce qu'il fabriquait des suspensions de pendules, c'est toujours horloger. Il fabriquait des suspensions de pendules, c'est des petits des petits ressorts comme ça qui permettent au balancier d'aller et venir ding, 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 ding dans les pendules. Et il en fabriquait, donc il y avait une machine qui faisait ça, un ressort, 2 ressorts, 3 ressorts, 4 ressorts, des petits ressorts qui étaient pliés comme ça. Il mettait le métal dedans et puis il les pliait pour que ça prenne la bonne forme, pour qu'après on puisse faire une pendule avec. Et puis, un jour, il a compris un truc, il a dit: «Tiens, mais si je fais ça dans un sens et si je fais ça dans l'autre avec mes aimants, ça change tout. Si je fais que ça, il y aura freinage, mais si je fais ça, il y a plus freinage, évidemment, puisque la, mmh, la diminution de vitesse due au freinage va être compensée par l'augmentation de la distance et donc comme si la vitesse n'avait pas ralenti. C'est ça la dégravitation. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est très, très simple. C'est génial, c'est essentiel. C'est grâce à ça qu'on est là, que l'univers existe. C'est totalement inconnu de la physique terrienne actuelle, mais c'est ça, simplement. Si 2 aimants, et c'est-à-dire les pôles qui s'éloignent, ne se freinent pas, alors que les pôles qui se rapprochent s'accélèrent, eh bien, c'est parce que lorsque 2 aimants, 2 pôles s'éloignent simultanément l'un de l'autre, ils ne se freinent pas. Et pourquoi ils ne se freinent pas? Parce que, encore une fois, la diminution. Si vous éloignez un seul aimant, 2 fois plus de distance, 4 fois moins de vitesse. Encore 2 fois moins de distance, encore 4 fois moins de vitesse. Et puis au bout d'un moment, il va retomber dessus. Mais si vous éloignez les 2 en même temps, qui est-ce qui va freiner? Il n'y a plus de freinage. La distance a été augmentée non plus de, 2 fois plus de vitesse, 2 fois plus de distance, c'est pas 4 fois moins de vitesse, mais 16 fois moins de vitesse. Et ce rapport au ce rapport de distance et de vitesse fait que le freinage est annulé. C'est exactement comme si vous allez, vous ralentissez, vous éloignez d'un endroit et vous ralentissez au fur et à mesure, mais en même temps, l'endroit dont vous êtes parti s'éloigne, et ben, c'est comme si vous n'aviez jamais ralenti. C'est exactement ça qui se passe dans les atomes et c'est simplement cela qu'il a appelé la dégravitation et qui permet d'expliquer comment les atomes se mettent en route, s'accélèrent et se mettent en tension orbitale et constituent finalement une matière solide. On peut s'asseoir sur sa chaise sans qu'elle s'effondre et si je la dilate, eh bien, elle va revenir à sa place. On peut dilater la matière, on peut la comprimer, elle va revenir à sa place. Les atomes ont besoin de maintenir ce synchronisme et ils se maintiennent entre eux, ils s'entretiennent entre eux parce qu'ils maintiennent tous le synchronisme entre eux comme dans une galaxie, comme une galaxie a une autre galaxie lorsqu'elles ont le même rythme vibratoire, évidemment. Et c'est tout ça qui permet que l'univers tienne debout. Et donc, Alors, ça, c'est une illumination énorme. Je vais pas aller plus loin dans cette Franck, description de Franck, l'univers. Franck, Franck, Oui, oui. vous en avez déjà dit beaucoup. Ouais, Ceux qui mais j'ai veulent pas dit connaître grand-chose de la moi. physique, ils iront voir les conférences. Je savais que ça allait arriver. Je le savais, vous connaissant par Ouais, ouais, cœur. ouais. Je savais que vous n'auriez pas pu vous empêcher. Mais D'accord. là, aujourd'hui, Franck, le sujet, c'est vraiment C'est vous. moi, c'est moi, c'est moi. C'est Mais là, je vous le parlais un peu de mon sujet. père, hein. C'était pour expliquer un peu la démarche de mon père et que moi, j'ai découvert ça donc en 1973. En 1973, qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Mon père a écrit, a refait un autre de ses bouquins. C'est pas bah, ça, c'est le premier, n'est-ce pas?
Ça, c'est sa première brochure qu'il a distribuée à l'Académie des sciences. Un petit truc tapé à la machine, vous voyez. C'est là-dedans qu'il expliquait la dégravitation et comment l'univers fonctionne. Ça n'a intéressé personne, bien entendu. Et puis en 73, ça c'était en 1955-56, et puis en 73, il a écrit un autre livre. C'est pas celui-ci non plus, ça c'est une autre édition où j'interviens beaucoup, mais qui s'appelait quand même Et l'univers fut à l'époque, et qui était beaucoup plus petit que ça. Et ce bouquin, c'est moi qui en faisais les corrections. Et donc, j'en faisais les corrections, très mal d'ailleurs, parce que c'était pas ma spécialité. Et en lisant ce bouquin, j'ai fini par comprendre vraiment que mon père paternel était génial, et ça expliquait que tout l'univers est magnétique, et ça montrait que l'énergie magnétique, en fait, c'est rien, Vous c'est aviez quel zéro. âge à l'époque? Et ben, j'avais 21 ans. 21 ans, OK. J'avais, Donc ça, 21 c'est ans. 12 ans avant, l'apothéose, si je puis dire. Oui, donc c'est en lisant soigneusement ce bouquin, parce que je n'avais pas lu les autres brochures d'avant, j'avoue. On discutait beaucoup, mais c'est tout. Et en étudiant ce bouquin de près, j'ai compris le problème. Je me suis dit: «Mais c'est fantastique, non seulement avec une seule énergie et pas 3, 4, 5 comme, il en faut en physique, une seule énergie, on explique tout l'univers, et en plus cette énergie est dualiste». C'est-à-dire que c'est le magnétisme attractif et répulsif. Donc plus 5 moins 5, 2 forces. C'est pas 2 forces en fait, c'est 2 aspects de la même force qui sont contraires, absolument contradictoires, absolument contraires, mais absolument inséparables. Vous ne pouvez pas séparer le nord du sud d'un aimant. Vous avez le nord, vous avez le sud. Si vous coupez en deux, vous avez encore un nord, un sud, un nord, un sud là. Et si vous réunissez 2 aimants, vous n'avez pas 4 pôles, un nord, un sud, un nord, un sud. Vous avez 2 pôles, un nord, un sud. Ce qui est la preuve que ce n'est pas quelque chose de physique, que l'énergie ne relève pas de la physique, mais de la métaphysique. Car si c'était physique, vous coupez un aimant en deux, vous auriez toujours 2 pôles et 2 pôles. Et vous avez 2 pôles et 2 pôles. Vous n'auriez pas un pôle nord d'un côté, un pôle sud de l'autre. Si c'était physique, c'est ce qui se passerait. Et si c'était et lorsque vous réunissez 2 aimants, vous auriez 4 pôles et non pas 2 pôles. Ça montre bien que ce n'est pas physique. Donc bon, ça c'est une chose. Ce qui m'intéressait dans l'histoire, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est de se dire, «Oui, mais ces 2 pôles opposés là, ce sont absolument le contraire l'un de l'autre, comme plus 5 moins 5, et la somme est égale à zéro». Alors ça m'intéressait puisque au départ, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'existe?» et cetera. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, on n'existe pas, puisque tout est égal à zéro». Il y a plein d'autres gens qui ont cette intuition que tout est égal à zéro. D'ailleurs, pour Lao Tse, c'est la même chose, hein, pour d'autres, c'est la même chose. C'est le yin et le yang, ça s'annule. Tout ça, toujours une dualité comme ça qui s'annule. Et après, il faut encore expliquer pourquoi. C'est une autre histoire. Et donc, je me suis dit: «Il faut expliquer pourquoi». Il faut expliquer pourquoi le néant, puisque de toute façon, l'univers, c'est forcément le néant. On croit toujours, on se dit toujours: «Pourquoi il y a l'univers à la place du néant?» Bah oui, mais l'univers, il était égal à plus 5 moins 5, donc il est égal à zéro. Alors, pourquoi on dit l'univers? On pourrait dire aussi bien le néant. Alors, pourquoi le néant a une apparence d'univers? Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi le néant a une apparence d'univers? Pourquoi on a l'impression que c'est un univers? Pourquoi il existe une impression? Pourquoi il y a une sensation? Autrement dit, pourquoi il y a la conscience? Moi, ce que je cherchais, c'est l'origine de cette énergie magnétique. D'où vient cette énergie magnétique? Pourquoi le néant est une énergie magnétique? Pourquoi zéro est plus 5 moins 5? Plutôt que d'être simplement zéro? En quoi la nullité a-t-elle besoin d'être l'opposition de 2 forces contraires? Pourquoi? Il peut se contenter de lui-même. Et bien ça, c'était, ma grande torture pendant une douzaine d'années, à partir de 73, à retourner le néant par tous les bouts, et il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec le néant. Donc c'est vraiment, quelque chose de très intéressant, de très, amusant certainement, mais c'est hard. Il faut vraiment être un peu marteau ou Asperger pour se poser des questions pareilles et essayer de les Alors, résoudre. J'étais sûr Franck, de pouvoir les résoudre puisque je disais avec moi. Donc justement, les auditeurs, donc, parce que cette vidéo va être traduite en anglais, hein, donc on va la diffuser en Amérique. Expliquez-nous le titre de la vidéo. Pourquoi on a mis aujourd'hui Franck Hatem, donc Lao Tse, 9e dan
de taoïsme. Et pourquoi on a mis Franck Hatem, 10e dan, pardon, de taoïsme, point d'interrogation. Bah, c'est justement parce que 12 ans après cette histoire-là, au bout de 12 ans de méditation sur le néant, j'ai compris. Enfin, j'avais retourné le truc par tous les bouts et donc j'avais essayé de mettre en évidence la dualité qui ne pouvait pas ne pas être, issue du néant et j'ai cherché beaucoup de solutions pour ça. J'ai étudié beaucoup de bouquins pour ça, heu et puis un jour, j'ai compris. Voilà. C'était en 1985, hein, voilà. Et donc j'avais 33 ans aussi, comme mon père d'ailleurs quand il a découvert la dégravitation, il avait 33 ans et quand j'ai compris ça, j'ai tout de suite écrit mon premier livre. Mon premier livre, c'est celui-là, n'est-ce pas? Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et ce livre, donc je l'ai édité moi-même, évidemment parce que personne n'en voulait, aucun éditeur n'en voulait, donc je l'ai édité moi-même, puis je les ai assez bien vendus néanmoins et j'ai reçu des courriers, dès le départ de lecteurs et du part j'ai reçu 2 ou 3 lettres, mirobolantes de lecteurs qui étaient absolument transportés, enthousiastes et tout. Heu, Michel Bercaud en particulier, ça a été une des premières lettres que j'ai connues. Il y en a certainement parmi vous qui avez entendu parler, qui avez, connu Michel Bercaud, qui était un chirurgien cardiologue qui organisait des colloques à Paris, des colloques très importants avec des scientifiques et cetera. Et tout de suite, il a été conquis par ce bouquin et il a dit: «Bah, là, c'est la solution, c'est formidable» et puis j'ai reçu une autre lettre, c'était peut-être pas la deuxième ou la troisième, je ne sais plus rien, de taoïste qui me dit: «Monsieur Hatem, nous décernons le 10e dan de philosophie d'Extrême-Orient, c'est-à-dire taoïsme». Je dis: «Ah bon, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça?» Et il disait: «Lao Tseu, quand il est mort, il y a 500, c'était en 500 avant Jésus-Christ, un truc comme ça, hein, il a dit à ses disciples: "Je suis le 9e dan de notre philosophie", qu'on a appelé par la suite le taoïsme. Lui parlait du Tao. Tao, ça veut dire tout, tout simplement. Tao, ça veut dire tout, le tout. Le tout est une dualité yin-yang. Bon. Lui disait: «Voilà, je suis le 9e dan. Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire, mais un jour, vous rencontrerez quelqu'un qui pourra vous expliquer pourquoi il y a cette dualité yin-yang, ce qu'il appelait la bifurcation yin-yang. C'est-à-dire, pourquoi le Tao, bien que ce soit le tout, bien que ce soit l'unité, est une dualité. Voilà, c'est une dualité. Et dans l'univers, vous avez toujours une dualité. Vous vous rendez bien compte, soi et l'univers. C'est déjà la première dualité. J'ai conscience d'un univers, donc il y a moi et puis il y a le reste. Évidemment, c'est ça la dualité à la base. Il disait cette dualité yin et yang. Le yin, c'est l'extérieur, c'est la centripète et le centrifuge, et puis le yang, c'est le centripète, c'est donc l'intériorité. Et mais moi, je ne peux pas vous expliquer la bifurcation yin-yang, je suis désolé, c'est comme ça. Et alors ces personnes m'ont dit: «Bah si, voilà, vous avez expliqué la bifurcation yin-yang. Votre livre explique la bifurcation yin-yang. Il explique pourquoi le Tao, autrement dit le néant, pareil, le tout, le néant, c'est pareil, on s'en a expliqué 10 fois ici. Pourquoi le néant est une dualité?» Moi, je savais que j'avais expliqué pourquoi le néant était une dualité, pourquoi c'était de l'énergie magnétique en réalité. Et eux, ils s'en sont rendus compte, ils ont compris. Ils ont dit: «Voilà, vous êtes le 10e dan du taoïsme». J'ai dit: «Merci beaucoup, c'est très sympa». Ça s'est arrêté là, ça s'est arrêté là, ça n'a pas été plus loin. J'étais très flatté, j'ai trouvé ça très, très sympa de leur part de le dire. Je dis: «Bah, c'est bien, il y a des gens qui ont compris, c'est merveilleux». C'était pas toujours le cas, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont rien compris à ce livre, mais à l'époque, bon, c'était en 1985, hein, donc c'était, peut-être un peu trop tôt par rapport à aujourd'hui où les gens comprennent beaucoup mieux, bien sûr, mais moi je me suis dit: «Bah, voilà, c'est», ça m'a encouragé, disons. Je me suis dit: «On va en faire quelque chose».
j'ai quelque chose à faire avec tout ça. On ne peut pas rester, heu, garder dans le secret, quelque chose qui a bouleversé comme ça des gens qui étudient la question depuis des dizaines d'années, et donc depuis des milliers d'années aussi, et qui cherchent cela depuis des milliers d'années et puis maintenant c'est là et on ne va pas leur dire. Alors j'ai mis du temps à ensuite, à l'époque je croyais vraiment que c'était des découvertes personnelles, hein. Je croyais vraiment que c'était moi, une nuit, je me rappelle très bien de cette nuit-là où que je me suis mis à écrire sur un petit carnet, tout rose, tout ce que j'avais quand j'ai compris, j'ai dit: «Eureka, ça y est, j'ai trouvé la dualité, c'est ça, le zéro, l'infini, machin». J'avais compris l'origine de la conscience et c'est ça qui m'a bouleversé aussi à l'époque, c'est que je me suis dit: «Mais ce que j'explique, c'est pas l'origine de l'énergie magnétique, c'est l'origine de la conscience, d'abord». Je cherchais l'origine de l'énergie magnétique et en l'écrivant, cette origine, je me suis rendu compte que c'était l'origine de la conscience. Attraction, répulsion. La répulsion, c'est la conscience, l'attraction, c'est l'amour et donc la dualité de l'univers, elle est là, la dualité du néant, elle est là et maintenant on sait pourquoi. Parce que j'expliquais pourquoi. C'est ça qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi, non pas seulement de le décrire. Tout le monde le décrit. Dans toutes les langues, tous les ésotérismes, dans toutes les traditions, on décrit la dualité, n'est-ce pas? Le Père, le Fils, heu, le yin, le yang, la rigueur, la miséricorde, et cetera. Dans toutes les traditions, il y a une dualité, heu, mais on ne dit jamais pourquoi. On dit jamais pourquoi. On dit, Dieu est tout, c'est l'unité, tout ça et pourtant, bon, bah, il se subdivise alors, pour avoir quelque chose à aimer ou se regarder lui-même, pour avoir conscience de lui-même. Enfin, on cherche plein d'histoires comme ça qui ne résolvent aucun problème, mais on ne dit jamais vraiment pourquoi il y a cette dualité. Donc cette dualité, elle était là et j'ai commencé à me dire: «Il faut que j'en fasse quelque chose». Donc j'ai écrit ce bouquin, j'ai fait, des pieds et des mains pour le faire connaître, je l'ai vendu. J'ai fini par le vendre quand même, les 2 000 exemplaires que j'avais fait imprimer à l'époque et voilà. Mais je me suis bien rendu compte que la plupart des gens n'avaient pas compris vraiment et donc je me suis senti obligé d'en écrire d'autres après. J'en ai écrit d'autres après, en particulier, celui-ci, où je reprenais toute la théorie de mon père, où je le fais parler là-dedans et où c'est beaucoup plus détaillé avec des dessins explicatifs et beaucoup Alors, d'illustrations pour mieux comprendre la mécanique de l'univers et pourquoi le néant devient, univers sous cette forme-là avec des atomes et des galaxies, tout ça. alors, la 1re question qu'on se pose quand vous décrivez le pourquoi, il n'y a que vous, pour l'instant, qui publiquement avez, expliqué pourquoi. Ouais, Question qu'on pourrait se poser, c'est évidemment, il y a de l'eau sur toutes les planètes, donc il y a de la vie sur toutes les planètes, évidemment, donc il y a des extraterrestres, et évidemment, ce sujet doit les intéresser au plus haut point. Étant donné, l'ignorance dans laquelle a été baignée l'humanité pendant des milliers d'années, hop, il y a une petite lumière qui brille, on va dire quelqu'un de leur équipe, si on peut dire comme ça, qui vient sur Terre et qui explique ça avec le voile de l'oubli, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas conscience de tout ça. Alors, ils se sont intéressés à vous. Alors, est-ce que vous pouvez, à présent, nous faire le lien entre vos découvertes, les lettres que vous avez reçues, ceux qui sont venus vous voir, ceux qui sont venus voir votre père, ceux qui oui. travaillaient à TF1, Ouais, l'ordre c'est de un peu délicat tout Melchizedek. ça. Oui, c'est un peu délicat cette histoire-là, mais c'est vrai que c'est important parce que, pendant toutes ces années, je me disais: «Bon, bah, on est des terriens, hein», je doutais pas de ça, mon père est un terrien, il est génial, il a découvert des trucs, moi aussi, on croit qu'on est, on s'identifie à l'ego en quelque sorte. On s'identifie à une personne qui est là et qui a tiré de son chapeau, des choses intéressantes. À l'époque, je ne croyais pas à la réincarnation d'ailleurs, ça m'intéressait pas la réincarnation. Heu, mais et donc j'avais pas conscience du fait que si on est capable de découvrir des choses comme ça, c'est pas tellement soi. En l'occurrence, c'est pas tellement Franck. Franck est une antenne, est un outil, est un condensateur, un réducteur d'énergie pour, manifester des connaissances et cetera, qui sont au-delà, évidemment, de ce corps, de cette personnalité qui a commencé un jour et qui finira un autre jour. Donc cet ego,
il est indispensable parce qu'il ne peut pas y avoir d'émission de télé ou de radio sans une antenne et sans un appareil pour le manifester et donc cet outil est utile. Mais c'est pas cet outil qui est responsable de tout ça. C'est pas cet outil qui a créé tout ça et à l'époque, je le pensais encore. Donc j'ai eu des contacts à l'époque qui m'ont permis de relativiser tout ça et de comprendre et de remettre les choses à leur place de ce point de vue-là et donc de ne pas me prendre pour le, possesseur ou pour le comment dire? Pour le, Ah, pour Franck, pour la personne, pour uniquement. Franck, pour la personne qui aurait construit cet édifice, théorique, de toutes pièces. Mais pour qui m'ont fait comprendre que j'étais une antenne qui continuait maintenant un travail commencé depuis des milliers d'années et qui existait déjà dans bien d'autres, systèmes solaires ou galaxies et aussi et que bon, ce n'était qu'un avatar de ça, que ce n'était qu'une péripétie de cela, mais nécessaire pour la planète Terre et que c'était la première fois pour la planète Terre et que c'était intéressant, pour ça. Toute cette, heu, c'est une autre façon de voir. Donc c'est se voir dans la perspective de toute une évolution, au lieu de se croire: «Bah, je suis né, avec des parents et puis je fais ce boulot-là et puis quand j'aurai fini, ben, ce sera, perdu, ce sera fini et puis voilà». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors j'ai tout de suite d'ailleurs peu de temps avant cette, découverte, avant que je rédige ce livre, j'ai réalisé en 15 jours. Dès l'instant que j'avais compris la chose, je me suis enfermé chez moi. En 15 jours, il était écrit, j'ai plus bougé pendant 15 jours et puis au bout de 15 jours, j'étais épuisé, j'ai été me promener et voilà, j'étais danser et tout et pour me détendre, mais heu, ce bouquin, j'y croyais beaucoup et j'avais vraiment beaucoup envie de le faire connaître et on m'a dit après des choses à ce sujet-là. Avant, j'avais eu une visite dans ma chambre. J'habitais à Nogent-sur-Marne à l'époque, je crois et je dormais, normal. Et j'ai senti, quelqu'un me secouer l'épaule, mais vraiment, hein, comme si on voulait me réveiller. «Eh oh, debout!» Sans parole. Mais j'ai senti qu'on me secouait l'épaule pour me réveiller. Je me suis réveillé instantanément, j'étais complètement réveillé, j'étais dans la chambre et cetera et je vois à côté du lit un immense personnage tout blanc, tout en blanc, en robe, bon, comme, on représente souvent les anges ou les je sais pas quoi, les moines et cetera. Sans voir trop son visage, il était très grand, il me paraissait dépasser le plafond de loin. Mais c'était un personnage qui était à côté de moi et j'ai ressenti une impression très étrange de bon, sur le moment, j'ai eu très peur. Sur le moment, j'ai eu peur, je me suis caché sous les draps. Mais j'ai néanmoins ressenti une bienveillance et puis après, quand je suis sorti de sous les draps, il était parti. Il n'y avait plus personne et là, j'ai interprété cette bienveillance. Je me suis dit: «Beh, ça veut dire on est à côté de toi, simplement. Il y a pas besoin de parole. On est là, on est, ben, on est là, on est présent, il y a pas de souci, pas à t'inquiéter». Bon, c'est comme ça que j'ai interprété et ça, c'était avant d'avoir écrit ce livre. C'était pendant les périodes où je j'arrêtais pas de taper à la machine. À l'époque, quand il y avait pas d'ordinateur, hein, on tapait à la machine. Heu, j'arrêtais pas d'écrire, de recommencer, de jeter, de réécrire et cetera, jusqu'à ce que je trouve la solution. Et donc cette présence m'a encouragé, m'a fait, laisser entendre que bon, c'était bien, c'était bien. J'étais pas tout seul, en fait. J'étais pas tout seul et que j'étais accompagné par d'autres, êtres qui sont pas indifférents à ça et qui sont peut-être mon futur ou mon passé ou j'en sais rien, je savais rien et cetera. Bon, ça c'est une chose. Heu, après quand ce bouquin est sorti, ça a commencé à intéresser donc certaines personnes et non, il n'était pas sorti. Je vais un peu trop vite. Avant qu'il sorte, j'avais écrit, mais il n'était pas encore imprimé et puis je travaillais à l'époque, au ministère de l'Éducation nationale
Et dans l'ascenseur, je rencontre il y avait un stagiaire, un jeune stagiaire qui était là et qui avait dans ses bras un bouquin d'astronomie. Alors je dis: «Tiens, c'est curieux, d'habitude on voit les fonctionnaires ici se promener avec des dossiers, très sérieux sous le bras et lui, il se promenait avec un bouquin d'astronomie». Alors je lui ai adressé la parole, puis on a parlé un peu d'astronomie et tout ça: «Ça vous intéresse?» «Ouais, c'est super, ça», bon, ceci, cela et puis on s'est quittés. Mais au moment de partir, il me dit: «Tenez, je vous écris un numéro de téléphone là. Cette dame, téléphonez-lui. Elle aura sûrement des choses intéressantes à vous dire». Je dis: «Bon, OK, merci». Et donc, le lendemain ou je sais plus quand, j'ai téléphoné à la madame qui habitait donc, aux Champs-Élysées, près des Champs-Élysées. Je ne me rappelle plus le nom de la rue, mais c'est pas grave. Et donc on prend rendez-vous. Elle me dit: «Bah, venez, venez, tel jour, c'est souvent je reçois des jeunes comme ça, pour des raisons diverses, ça me fera plaisir de vous voir». Je dis: «Bon, je viens». Et puis donc j'y vais, je toc toc toc, je monte l'escalier, toc toc. Elle m'ouvre et elle me dit: «Ah, c'est vous? J'ai du courrier pour vous. J'ai du courrier pour vous». Je dis: «Ah bon, vous avez du courrier pour moi?» Et elle me C'est fait piquant. rentrer et elle commence à me sortir des pages écrites à la main qui parlaient de moi, qui parlaient de mon père, qui parlaient de la maison qu'on était en train de construire, en Seine-et-Marne, qui parlaient de mon passé, qu'avant d'être, incarné sur la terre, je flottais dans une vallée riante d'Alpha du Centaure. Heu, C'était la première fois que j'entendais parler d'Alpha du Centaure et bah, évidemment, j'étais interloqué, on a mangé des petits gâteaux, on a bu, du thé et cetera. On a parlé, sa maison était pleine d'images avec des soucoupes volantes, d'images de son mari. Elle me parlait de son mari, elle me disait: «Mon mari est un extraterrestre. Il est rentré chez lui, il est rentré dans sa planète il y a peu de temps. Il avait fini son travail ici». Je dis: «Ah bon, c'est c'est une folle ou quoi?» Enfin, je j'avais pas l'impression qu'elle était folle puisque tout ce qu'elle me disait était vraiment sensé et correspondait à la réalité, à ma réalité et donc je me disais: «Comment elle peut savoir tout ça? Qui lui a dit?» Et c'était une petite bonne femme incroyable, elle mesurait 1,20 m de haut, elle était toute, on aurait dit un peu maître Yoda. Pour tout dire, c'est un peu c'était une femme, hein, c'était pas un monstre, mais elle avait un peu ce style-là, toujours comme ça, très nerveuse, agitée à parler par des sentences, machin. C'est très étrange et très sympathique en même temps et donc on a continué de parler de son mari, des extraterrestres et cetera. Moi, ça m'intéressait, hein, je m'intéressais aux extraterrestres quand même depuis longtemps. J'étais abonné avec mon père à la revue Lumière dans la nuit de Raymond Veillitte, qui depuis les années 60, hein, quand j'étais petit, il y avait toujours des rapports de soucoupes volantes, chez nous. Mais c'est pas ça qui m'a influencé. Elle m'a raconté des choses beaucoup plus précises là-dessus. J'ai compris que c'était une affaire sérieuse et tout, bon, voilà. Donc elle a continué à m'avoir des messages, à me faire, parvenir des messages chaque fois que j'allais la voir. J'y suis allé, je ne sais pas combien de fois exactement, mais j'y allais régulièrement. Je saurais même plus dire si c'était toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois que j'allais la voir, mais chaque fois que j'y allais, elle me sortait des nouveaux messages, qui me donnaient des conseils, qui me disaient, quelle personne j'avais intérêt à rencontrer, ou j'avais intérêt à ne pas fréquenter, et cetera. Des choses intéressantes et puis, dans le lot, il y avait, des commentaires sur mon livre qui n'étaient pas encore sortis, mais que je voulais sortir et qui me disaient: «Ce livre, il faut pas qu'il porte sur l'origine de la conscience. C'est l'explication de l'origine de la conscience, OK, mais si on met ce titre-là, personne n'en voudra, ça n'intéressera personne». C'est vrai qu'à l'époque, ça aurait intéressé personne. Ils m'ont dit: «Il faut absolument le centrer sur la notion de réincarnation, parce que ce bouquin démontre la réincarnation de façon certaine. Il faut en profiter parce que c'est la réincarnation et c'est la croyance en la réincarnation qui va sauver l'humanité, qui va changer l'humanité.
Il faut que l'humanité reconnaisse la réincarnation de façon universelle, c'est absolument indispensable. C'est en croyant à la réincarnation qu'ils arriveront à se détacher de leur ego et à commencer à être solidaires les uns des autres et à commencer à voir les choses en perspective, non pas en se disant je suis né un jour, je vais mourir un autre jour et après c'est fini. Donc pendant ce temps-là, il faut que j'en profite au maximum en exploitant les autres et ainsi de suite. La croyance en la réincarnation va changer tout ça. Il faut donner un titre là-dessus. Il faut dire que c'est le livre qui démontre la réincarnation. Voilà. Donc, j'ai obtempéré et puis j'ai donné ce titre-là à ce livre, Quand la réincarnation devient une certitude scientifique. Bah, on va dire qu'ils ont de l'expérience avec les mondes comme le nôtre, donc ils Sûrement. savent mieux que nous, ils ont plus de recul sur ce qui fonctionne. Oui, sans doute. Et même, c'était pas tellement une question de fonctionner, puis c'était une question d'utilité. Il fallait que ce soit vraiment utile. Et si c'était passé inaperçu, ça n'aurait pas été utile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas passé inaperçu. Ce livre a quand même été assez, bah, il est resté assez inconnu, hein, même s'il y en a qui, essayaient de le vendre qui l'ont vendu en occasion à 200 €, il est quand même passé inaperçu. Pas chez les gens qui l'ont lu. Chez les gens qui l'ont lu, ils ne l'ont jamais oublié et ils en ont, bah, tiré beaucoup de choses et on en reparle encore et il y a des gens qui l'ont lu des tas de fois et ça fait bien plaisir. Mais il était quand même réservé à un public assez restreint. Voilà, voilà. Donc ça a été une aventure très, très marquante et très importante que ces messages que j'ai reçus régulièrement. Après, la dame m'a dit, «Bon, Franck, c'est bon, ça suffit. On m'avait dit que j'étais venu ici pour recevoir quelqu'un de très important, c'était toi. Maintenant je peux repartir, j'ai fait ce que j'avais à faire. Au revoir». Je l'ai quittée et elle a disparu. De même que le petit jeune que j'avais rencontré dans l'escalier et qui m'avait donné son numéro de téléphone et a quitté le ministère très vite. On ne l'a plus revu et voilà et il était bien sympathique. Heu, bon, pareil, ils sont sortis de ma vie ces gens-là et je sais que la dame est décédée, je sais qu'elle devait partir à Avignon, en Avignon, pour mourir, je ne sais pas pourquoi. Elle y est partie. Bon, après, j'ai su par une autre personne qu'elle était décédée, parce que j'avais un contact là-bas qui avait pu me renseigner. Voilà, voilà. Donc ça a Et été une aventure très, très importante et c'est pour beaucoup dans ce développement parce que ça a assez, orienté le reste de mon travail, je veux dire. mais alors, est-ce que l'histoire avec les 2 hommes, chauves de 2 mètres, les hommes en noir, si je puis dire, hein, je ne sais pas vraiment comment on pourrait les dénommer, c'était avant ça, hein? Oui, c'était en 73. C'était suite au bouquin de mon père. C'était juste quand son bouquin est sorti parce que quand son bouquin est sorti, ça a fait du bruit. Le mien aussi, quand il est sorti, ça a fait du bruit. Une fois, c'est pour rigoler, c'est une fois on a reçu, des témoins de Jéhovah à la maison, c'était dans les années 90, quand j'habitais en Seine-et-Marne déjà, 92-93, je ne sais plus et donc ces témoins de Jéhovah étaient très sympathiques, on a parlé, j'ai dit: «Rentrez», on a discuté et tout et heu, ils étaient très intrigués parce que j'arrivais à répondre à tous leurs arguments. Alors ils disaient: «Mais où vous allez chercher tout ça?» machin. Je me rappelle plus comment on y est venu, mais après, au bout de 5 minutes, ils m'ont dit: «Mais ce livre, c'est notre livre de chevet. C'est avec ça qu'on travaille dans notre loge, dans notre, groupe, pour, arriver à contrer pour essayer de contrer les arguments des rationalistes». Je dis: «Bah oui, bah c'est moi. C'est moi qui ai écrit ce livre», c'était trop rigolo et ça a donc marqué beaucoup des gens et ça a marqué d'autant plus des gens que les francs-maçons ont voulu, coopter, mon père, heu, inciter mon père à devenir franc-maçon à l'époque, et mon père a refusé et dès l'instant qu'il a refusé, eh bien, les problèmes ont commencé. Il faut bien le reconnaître. C'est pas se victimiser que de dire ça, c'est pas pour se plaindre, pas une seconde, hein, je comprends ça très bien de leur part, je trouve ça tout à fait normal. Mais enfin, les blocages, les interventions, les problèmes qui se sont multipliés, c'est bien entendu eux
et les actions occultes, c'était évidemment d'eux que ça venait, et ils ne s'en cachaient pas. Mais c'est parce que quand on n'est pas avec eux, on est contre eux. Et s'ils ont fait cet effort, c'est que quand ils ont lu le bouquin de mon père, ils se sont rendus compte que c'était leur principal concurrent. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils trouvaient un enseignement qui pouvait balayer le leur et qui pouvait le remplacer, la franc-maçonnerie, par une autre secte éventuellement. Évidemment, on n'a jamais eu l'intention de faire une secte quelle qu'elle soit, mais eux ont eu peur de ça. Ils craignaient que nos livres soient, celui-là en particulier, donc peut-être savait-il qu'il y en aurait d'autres par la suite, et ils se doutaient que cela était un danger pour eux. Et donc, à partir du moment où on n'était pas de leur côté, qu'ils ne peut pas récupérer, eh bien, il fallait nous bloquer et nous empêcher, nous faire disparaître au besoin. Il s'est passé quelque chose d'assez semblable dans les années 87-88, ces eaux-là, en Bretagne, par un autre groupe qui est venu me voir à mon hôtel après la conférence et qui voulait que je travaille avec eux. J'ai refusé également, et à partir de là aussi, il s'est passé des choses. Ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est qu'ils ont utilisé une partie de ce que je disais dans mon livre dans leurs enseignements, et je l'ai su après, j'ai su largement après, et j'étais furieux de ça évidemment, mais ils ont pris la partie qui leur paraissait utile pour influencer leurs adeptes, et ils ont utilisé une partie de ce bouquin dans leur enseignement. Est-ce que vous Voilà, voilà. voulez les citer, Franck, ou pas? Ou vous préférez garder ça pour vous? Est-ce que je préfère quoi? Est-ce que vous voulez citer ce groupe, le nom de ce groupe ou pas? J'ai pas envie. Je OK. ne sais pas s'ils existent toujours. Les francs-maçons, ils existent toujours, bon. Mais cet autre groupe, mais ce serait très facile à retrouver pour ceux qui s'y connaissent un peu, parce que c'est par rapport à ce groupement que, Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur de Chirac, je crois, a lancé la campagne anti-secte, et qu'il a, et donc il y a eu, une affaire très importante et très médiatisée sur ce groupe-là. Ce sera facile à retrouver. Bref, ça, c'est des péripéties. Il y en a plein Mais des comme ça, il y a parce des que, aventures de ce genre-là. C'est pas grave. Ce qui je nous vous avais intéresse, oui, vous m'entendez? Allô? oui, 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 oui. J'ai l'impression qu'on est un peu en décalage. Je vous avais posé la question à la base, par rapport aux hommes en noir. C'était des ouais, francs-maçons pour vous? non. Ah bah, je sais rien, c'est pas possible, mais non, c'était pas des francs-maçons. Ils m'ont dit qui ils étaient, et c'était pas des hommes en noir, pas du tout. C'était des gens très, très sympas et des vrais êtres, «humains» entre guillemets, mais c'était pas des hologrammes comme les hommes en noir. C'est, ça, c'était aussi en 73, n'est-ce pas? C'est au même moment où les francs-maçons, sont intervenus, par rapport à nous, et eux aussi se sont manifestés par téléphone au départ, et ils ont annoncé la couleur. Ils nous ont dit: «Monsieur Hatem, nous sommes des extraterrestres et nous voulons vous voir». On n'allait pas refuser. De toute façon, mon père et moi, on était très confiants avec les extraterrestres, on n'avait rien contre, on savait qu'ils existaient. Donc ils sont venus nous voir, on a pris rendez-vous, et on a vu appliquer 2 bonhommes, donc largement 2 mètres de haut, ils avaient un peu de mal à passer par la porte, et chauves, effectivement, enfin des colosses. Très sympathiques néanmoins, ça n'empêche pas, qui ont commencé à nous parler de nous aussi, et nous parler de l'avenir, et nous parler de l'importance de ça, de ces travaux-là. Et ils nous ont, je ne me rappelle pas de grand chose parce que j'ai pas tout écouté en fait, c'est mon père avec qui ils ont discuté le plus. Moi j'avais un peu les jetons d'ailleurs, j'avoue, je j'étais pas très rassuré par cette histoire-là. Mais, j'ai entendu en tout cas, ils parlaient de la télévision, et ils disaient comment allait évoluer la télévision dans l'avenir. Effectivement, la télévision, elle est devenue ce que vous savez aujourd'hui, et eux, ils le savaient, comment ça allait faire pour manipuler les gens et cetera. Donc, il y en a qu'un qui parlait sur les 2, l'autre il parlait pas, quasiment pas. Celui qui parlait, il s'est présenté, il dit: «Je m'appelle Sazador Zéro». Sazador Zéro. Ah bon, Sazador Zéro. Il se disait prêtre de l'ordre de Melchizedek. Je ne savais pas ce que c'était que l'ordre de Melchizedek, bien sûr, à l'époque. Et puis, on s'est quittés, ils nous ont dit, ils disaient: «On travaille à TF1».
C'est pour ça qu'on peut vous dire tout ça, parce qu'on sait comment les choses vont évoluer. Donc, ils travaillaient à TF1, puis bon. J'avoue qu'on les a pris un peu pour des fous aussi, quelque part, et donc on n'a pas attaché sur le moment toute l'importance qu'on aurait dû attacher à cette histoire-là. Mais avec le recul, je sais que c'était intéressant, c'était important. En tout cas, moi je me suis dit: «Bon, j'aurais quand même en avoir le cœur net». Et je me suis dit: «S'ils travaillent à TF1, je vais les retrouver. Je vais savoir si c'est vrai». Donc je suis allé à TF1. À l'époque, c'était à la maison de la radio, la maison ronde, vous savez? Au bord de la Seine, la maison de l'ORTF. Et je me renseigne, je demande: «Est-ce que monsieur Salvador Zéro, travaille ici?» Et on me dit: «Oui, vous le connaissez? Il travaillait ici jusqu'à il y a pas longtemps, mais il nous a quittés, il est parti». Ah! Bon, il est parti. Ça me rappelle quelque chose. Donc tous ces gens-là sont de passage et font ce qu'ils ont à faire et puis après au revoir. On m'en a pas dit plus, hein, mais visiblement il y avait pas d'envie spéciale de répondre à mes questions. J'avais un autre indice, il avait dit: «Je suis, prêtre de l'ordre de Melchizedek». Donc je me suis dit: «S'il y a un ordre de Melchizedek, je vais pouvoir retrouver sa trace». Donc j'ai cherché ordre de Melchizedek à Paris, pourquoi pas à Paris, hein? J'ai trouvé, il y a un ordre de Melchizedek à Paris. En me renseignant, je ne me rappelle plus où, je me rappelle plus où. Ah bah non, je me suis pas renseigné, c'est pas à cette époque-là, c'est après quand j'en ai parlé à la dame qui me recevait, aux Champs-Élysées, j'en ai parlé de l'ordre de Melchizedek et elle m'avait dit: «Bah oui, mais l'ordre de Melchizedek, c'est un club d'extraterrestres. Tous les prêtres de l'ordre de Melchizedek sont des extraterrestres» et j'ai cru comprendre à demi-mot que j'étais un prêtre de l'ordre de Melchizedek. Moi, je me pensais pas du tout extraterrestre, je me pensais bien terrien, tout à fait terrien, point final. Heu Mais aussi, quand on les voit, ils sont terriens, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Et donc j'ai cherché, donc c'est encore en 73 tout ça, pas la dame c'était en 85, hein, je il faut pas s'y perdre. Donc elle m'a dit l'ordre de Melchizedek, les prêtres de Melchizedek, ce sont des extraterrestres sur la terre. Beaucoup d'extraterrestres qui vivent sur la terre. Elle me disait: «Il y a 6 millions d'extraterrestres qui vivent quotidiennement sur la terre, sous forme humaine, qui font du travail, qui vivent normalement, 6 millions. C'était précis. Et je ne sais plus quelle proportion, étaient des prêtres de l'ordre de Melchizedek, qui est un ordre cosmique, qui est pas un ordre terrien. Donc, je vais chercher l'ordre de Melchizedek à Paris. Je me rappelle plus exactement dans quel quartier c'était, je crois que c'était dans le Marais, mais je suis pas très sûr. Je monte, dans l'immeuble, petit vieil immeuble, classique comme il y en a tant à Paris. J'arrive à un étage, à l'étage où c'était je me rappelle plus comment j'avais vu ça sur une plaque ou sur, quelqu'un m'avait renseigné ou et cetera. Je frappe, il y avait deux autres portes sur le palier si je me souviens bien, mais il y en avait une, il devait y avoir une plaque quand même dessus et j'entre et là, j'ai eu l'impression de changer d'univers et ça a été une expérience assez étrange dont je me rappelle encore. C'est pas changer d'univers, c'était tout à fait terrien et normal, sauf que dans un petit immeuble où je m'attendais à rentrer dans un petit appartement minuscule, je me retrouvais dans un espace, assez gigantesque avec des grandes pièces, avec des bibliothèques qui n'en finissaient plus et avec un grouillement de gens qui me couraient dans tous les sens et ça, je me suis demandé où j'étais tombé. J'étais un peu hypnotisé par cette histoire-là, voir cette, vous poussez une porte comme ça et vous vous trouvez vous n'avez pas l'impression qu'il peut y avoir un grand appartement comme ça, immense, dans une petite maison pareille. Ah, j'ai rien compris sur le moment. Alors, il y avait plein de gens, c'était une ruche, mais les gens ne parlaient pas. C'était comme dans une, bibliothèque où les gens étaient silencieux et pourtant ça circulait, ils étaient tous affairés, occupés à quelque chose, à étudier des documents, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. J'ai voulu demander aux uns aux autres, «C'est ça, c'est ici l'ordre de Melchizedek, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous connaissez Salvador Zéro?» et cetera. J'ai eu aucune réponse. J'ai eu aucune réponse
et je me suis pas attardé, je suis reparti. Je sais pas où je suis tombé, je suis reparti. Ça m'a marqué beaucoup, après je savais pas ce qui s'était passé en réalité et j'en savais pas plus. Après j'ai abandonné les recherches, je ne savais plus comment faire pour, retrouver la trace de ce bonhomme. Je simplement, je me suis dit: «Bon, il racontait pas des histoires puisqu'à TF1 on le connaissait, donc tout ça était certainement vrai». J'ai compris après en voyant l'évolution de la télévision que ce qu'il disait était vrai effectivement et voilà. Donc j'ai abandonné, les recherches à ce moment-là et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Heu, donc ça, c'était encore dans les années vers 1973. Donc après on a fait des salons avec mes parents pour, essayer de vendre, nos livres sur les foires, dans les salons et cetera. En tenant des stands où mon père montrait ses petits appareils, magnétiques pour expliquer l'univers. Il y a beaucoup de gens que ça intéressait et on vendait des livres comme ça, oui. Et les gens, ça les a beaucoup marqués. Il y a des gens qui se rappellent de ça, qui disent: «Ça a changé ma vie, cette rencontre et tout». Bah, ouais, on a continué comme ça et puis ce n'est que donc, quelques, 10 ou 12 ans après, 12 ans, 15 ans après, 12 ans après que j'ai, abouti à cette, compréhension de la conscience qui a évidemment réorienté complètement ma vie puisque je me suis rendu compte, grâce à la dame qui me recevait, que c'était une mission qui n'était pas que terrienne, mais qui était pour l'humanité terrienne et que je n'étais pas Franck, je n'étais pas ce petit bonhomme qui croyait avoir tout découvert. J'étais un instrument, un outil qui continuait une mission qui avait déjà été commencée et qui vivait sur toutes les planètes et qui avait besoin de se manifester aussi sur la terre. Il fallait bien un corps humain pour que cela se manifeste sur la terre et j'étais là pour ça et j'avoue que depuis bien longtemps, même quand j'étais adolescent, je mesurais le fardeau que représentait le fait d'avoir un père comme cela et d'avoir entre les mains une théorie aussi révolutionnaire dont j'avais forcément la mission de répandre la connaissance dans le monde, puisqu'il y avait personne pour le faire, il y avait que moi, j'étais le fils. Mon père n'allait pas durer éternellement. Il fallait bien que je m'occupe de lui faire avoir le prix Nobel ou de lui faire, le faire connaître, de faire connaître cette théorie. Ça ne pouvait pas rester comme ça. J'ai pas réussi du tout à le faire jusqu'à présent, mais ça va venir, peut-être. En tout cas, Un prix déjà à Nobel, l'époque, je mesurais ce fardeau énorme et alors quand j'ai eu ces informations, chez Iris, chez la dame des Champs-Élysées, qui s'appelait Iris Bréval, heu, ce fardeau m'est apparu, à la fois plus lourd encore et plus léger. Plus lourd parce que je voyais la perspective cosmique de cette histoire-là, que cette science était une science d'autres galaxies et qu'elle venait sur la Terre parce que c'était le moment et qu'elle n'était jamais venue sur la Terre. Il fallait de mon boulot de changer la science, de révolutionner la planète. Vous vous rendez compte un peu de l'histoire? Faut c'est à vous rendre marteau et à la fois, ça c'était donc encore plus lourd qu'avant, mais à la fois en même temps un peu plus léger puisque je me disais: «Finalement, ce n'est qu'une vie parmi d'autres». J'ai déjà vécu ça, même avec mon père, on a déjà vécu des choses ensemble, on a déjà travaillé là-dessus, on continue, on a achevé un travail cette fois-ci, c'est formidable, mais et ça va continuer. De toute façon, ça va continuer. Quand je serai plus là, ça va continuer aussi. Donc de ce point de vue-là, c'était un peu plus léger. C'était plus léger aussi parce que je me disais: «Finalement, je suis pas tout seul». Si on m'a amené ici pour faire ça, c'est bien que, j'allais le faire parce que d'autres étaient derrière moi pour que ça se fasse et de fait, même si j'ai l'impression que pendant des années, j'ai ramé un maximum et qu'il y a eu des tas d'obstacles et que ça a été très terrible et cetera par certains aspects que j'ai jamais voulu abandonner et je me suis rendu compte que cette, il fallait que je passe par là. Il fallait que ça se fasse et si ça passait pas par moi, ça passerait par les successeurs et puis c'est tout et voilà et donc ça se fait et il fallait pendant longtemps que ça ne se fasse pas. Sur le moment, quand on ramait, qu'on distribuait des petits journaux dans les rues pour, essayer de la sortie des cinémas, pour, essayer d'expliquer aux gens qu'il y avait autre chose que ce qu'on leur apprenait.
C'était épique. C à chaque fois, je me disais: «C'est trop dur, c'est insupportable. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que les gens sont si obtus? Et pourquoi est-ce qu'on nous ferme toutes les portes?» Des radios, des télévisions, de d'académies, de tout ce que vous voulez. Tout était fermé, même quand on voulait louer une salle pour faire une conférence, on nous téléphonait la veille pour nous dire: «Ah monsieur Hatem, désolé, on a fait une erreur sur l'ordinateur, la salle était déjà réservée, donc vous ne pouvez pas faire votre conférence». C'est arrivé plusieurs fois ça. Mais on sait bien que c'est les francs-maçons qui sont derrière ce genre de truc, puisque c'est eux qui tiennent les médias, c'est eux qui tiennent toutes ces choses-là, les grandes salles à Paris et cetera, ou ailleurs. Bon, on s'est fait une raison. On s'est dit: «Ça passera pas par là certainement, mais ça passera quand même, et si ça se passe pas maintenant, c'est parce qu'il faut pas que ça se passe tout de suite». Et de fait, pendant des années et des années, je faisais quand même des conférences à droite à gauche avec un public, la plupart du temps minuscule, et j'en ai fait des centaines, hein. Mais je me rendais compte que, il y avait pas toujours l'audience que j'aurais voulu, loin de là. Les gens comprenaient pas ou s'en allaient pendant les conférences, pendant que je parlais, c'était un peu désespérant. Mais, je savais qu'il fallait continuer, et avec le recul, je sais très bien que il y a un temps pour tout. Les gens n'étaient pas prêts à l'époque. Quand j'ai commencé à faire des conférences en 1985, mais les gens, quand on leur disait que l'esprit était créateur, mais ils vous prenaient pour un fou. Si on leur disait que la réincarnation était une réalité, mais ils étaient scandalisés. Si on leur expliquait la conscience, ils s'en foutent totalement. On sait bien que la conscience, ça vient du cerveau, et cetera. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez même des physiciens qui savent, comme, Philippe Guillemot, par exemple, qui montre que mais c'est pas le seul, que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau, bien sûr. Mais ça, on peut le démontrer de diverses façons. Je le démontrerai aussi, bien sûr, de façon non physique, puisque pour moi, ce ne sont pas des problèmes physiques. Mais bon, voilà. Il faut un temps pour tout, et aujourd'hui, visiblement, les gens sont beaucoup plus ouverts, et puis il y a une avalanche de starsites qui débarquent, hein. Parce que des gens qui viennent, qui sont venus depuis 10, 20 ans, un peu plus aussi d'ailleurs, il y a des starsites depuis toujours, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis une vingtaine d'années. Des jeunes qui ont tout compris en arrivant, et qui sont complètement, beaucoup d'autistes Asperger d'ailleurs, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment s'en sortir sur cette planète, ou avec leur famille, ou avec leurs amis, ou à l'école, ils ne savent pas comment vivre. Ils savent pas, et ça leur paraît tellement absurde d'être dans ce monde, et ils savent tellement de choses qu'ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas, bon, tous ces jeunes-là, ils sont complètement ouverts à ça. Ils ne peuvent s'en sortir que s'ils se rencontrent entre eux, s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, et s'ils commencent à comprendre qu'ils sont là pour quelque chose, et qu'ils sont là pour passer le relais, pour, continuer de faire connaître, de faire évoluer la planète, d'élever les vibrations de la planète, de l'humanité, et cetera. Mais on ne peut pas faire ça tout seul, donc il faut s'entraider. Mais s'ils sont tout seuls, et ben, c'est la panique pour eux. Il y en a plein qui se sont suicidés déjà, évidemment, il y en aura d'autres. Et il ne faut pas. Il faut qu'ils sachent, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils doivent faire, et qu'ils aient confiance dans le fait que ça va se faire de toute façon. Alors c'est les petits soldats qui sont en première ligne, c'est pas facile. Comme moi, j'étais un petit soldat en première ligne et ça n'a pas été facile. Alors, bon, voilà, c'est aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles. D'abord, il y a internet, alors on finit par prendre des contacts avec des gens, c'était impossible avant, c'était très, très dur, comment on faisait pour faire savoir qu'on faisait une conférence? Il fallait faire des mailings, envoyer des lettres aux adresses qu'on avait, il fallait faire des choses. On ne pouvait pas avoir accès aux radios ni à tout ça, donc il fallait distribuer des prospectus à droite, à gauche, c'était l'horreur, hein. On y passait des nuits, et bon, heu, voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais petit à petit, les choses se facilitent, et petit à petit, on se rend compte qu'il y a des résultats. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de gens dans le monde qui me connaissent et qui connaissent cette, explication, qui n'en parlent pas forcément, mais ils en parlent quand même de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui ont chez qui d'emblée, ils comprennent tout de suite, ils comprennent. Ils sont prêts. Avant, ils n'étaient pas prêts. Avant, les gens n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus prêts. Dans les questionnaires que je corrige de notre université, puisque on enseigne ça, en 12 modules, c'est l'UFM, l'université francophone, on fait de la haute métaphysique et métaphysique opérative, on l'appelle aussi l'université du supramental. Il y a des questionnaires après avoir étudié les modules, et dans ces questionnaires, les gens y répondent avec des questions très importantes, intéressantes, profondes, qui les secouent, et ils répondent.
Mais je me rends compte aujourd'hui que quand on corrige ces questionnaires, mais c'est extraordinaire. Il y a des gens, c'est comme s'ils n'avaient rien appris. C'est comme si on ne leur avait rien appris. Ils savaient déjà tout. Ils vous redisent les choses à leur façon, mais avec une facilité déconcertante. C'est admirable, c'est extraordinaire, c'est inouï. Je suis content parce que j'y suis pour quelque chose, ça c'est clair. C'est moi qui leur ai appris. Parce qu'il y en a qui reviennent ici 50 ans après avoir lu nos livres au départ, qui nous connaissent encore, qui sont venus nous voir il y a des années, et qui aujourd'hui sont salut bébé, et qui aujourd'hui sont encore là, parce que ça leur a changé la vie et maintenant ils comprennent encore mieux qu'à l'époque. Ils relisent les livres des années après et ils comprennent encore mieux ce qui se passe. Bon, c'est donc au bout du compte très gratifiant et on est bien content de participer à ça. Et on est bien content aussi qu'il y ait des moyens techniques pour le faire connaître, pour le diffuser et des gens comme Mathieu pour nous aider à faire le relais et de tous ceux qui nous écoutent, qui vont certainement donc il y en a plusieurs parmi eux qui serviront de relais aussi. Il faut qu'on communique, il faut qu'on échange, il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'organise. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce n'est qu'un début, en fait. Ma vie n'a peut-être seulement que commencé maintenant. Eh oui, eh oui. Ordre de Melchizedek, qui est, pour rebondir sur ça, qui est là depuis très longtemps. Parce que j'en profite, on va bientôt terminer ce live, hein, on est 550 en live, hein. Mmh. Donc c'est vraiment exceptionnel. J'en profite parce que on va recevoir quelqu'un d'exceptionnel jeudi à Mmh. 19h30. Il s'agit de Malou Panchèvre. C'est l'éditrice de Be Light Édition. Donc Be Light Édition, c'est une édition qui a édité, qui a traduit les livres en français, notamment de Dolores Cannon. C'est l'éditrice de David Rousseau et elle a énormément de choses à nous raconter sur son parcours, sur qui elle est, sur ce qu'elle a fait dans la vie. Alors ça va être extraordinaire. Et figurez-vous que je discutais avec elle, donc on faisait connaissance, hein, il y a 2 ou 3 jours, et puis elle me parle de son dernier livre qu'elle est en train de traduire. Donc c'est un livre sur les Esséniens, ou alors elle l'a déjà traduit, il est disponible, enfin bon, je confonds peut-être, mais on parle d'un livre sur les Esséniens. Et puis, elle me dit, dans ce livre, ça parle de ceux qui ont vraiment fondé entre guillemets, le club des Esséniens. Et en télépathie, on me dit Melchizedek. En fait, j'en avais aucune idée, hein. C'est juste que j'entends en télépathie Melchizedek. Et puis, elle me dit, ben, c'est Melchizedek, le vrai Melchizedek. Et ça fait écho avec les Pléiadiens quand ils sont venus me voir et qui m'ont dit, intéresse-toi aux Esséniens. Ça fait écho avec, aussi bon, ce qui pourrait être nos communications avec Orton, parce que ça correspond avec Alpha du Centaure, qui est vous l'avez dit vous-même, un passage obligatoire peut-être pour baisser les Oui, fréquences de ceux qui viennent d'Andromède, de bien la sûr, ouais. galaxie, hein, qui est la galaxie d'origine d'Orton. Oui et Euh, la galaxie d'origine de cette théorie que j'explique évidemment. Enfin, c'est pas évident, mais c'est comme ça. C'est oui, andromédien, c'est la science andromédienne. oui, donc on ne parle pas de la planète, hein, on parle bien de la Oui, galaxie, hein. Et donc voilà, c'est c'est pas une totalement lié. planète, excuse-moi. Il y a pas de planète qui s'appelle Andromède, c'est une constellation dans laquelle se situe la galaxie d'Andromède, qui est une des seules galaxies qu'on peut voir à l'œil nu dans le ciel. Il y en a que 2 comme ça. Donc il y a une constellation qu'on appelle la constellation d'Andromède, parce qu'il y a cette galaxie dedans. Mais il y a pas de planète qui s'appelle Andromède. Ok, Enfin, il y en a peut-être, mais ça c'est secondaire. merci pour la précision. Donc voilà, je voulais signifier qu'il s'agissait donc d'une galaxie qui est en rapport avec la nôtre actuellement d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc tout ça, ça peut paraître bon, farfelu quand on dit l'histoire comme ça, mais ça parcourt quand même toute votre vie. Ça jonche aussi la mienne. Comme par hasard, c'est nous deux qui sommes en relation et où on fait ce travail. Donc, il y a pas mal en fait de choses comme ça, parce que c'est vrai que quand on peut pas raconter ça à quelqu'un, il nous prendrait complètement pour quelqu'un de perché. Mais pourtant, c'est bien ce qu'on a vécu avec des années, des dizaines d'années d'écart, et c'est tout ce qui se passe. Et aussi, bon, je vais pas citer son nom, mais vous voyez très bien de qui je parle, la personne qui s'est fait téléporter physiquement dans un vaisseau spatial. Physiquement, je dis bien, pas la nuit en train de rêver, physiquement,
Et l'extraterrestre en question dans le vaisseau lui a dit: tu dois rencontrer Franck Atem. Et depuis, bon, je ne peux pas trop en dire là-dessus pour l'instant, mais voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, en tout cas, Franck, c'était extraordinaire votre partage aujourd'hui. Quoi dire de plus? On ne va pas répondre aux questions parce que là, Dommage. c'est déjà pas mal. Enfin, moi, je serais d'accord pour qu'on continue un peu puisque, il y a pas mal de monde qui nous a fait l'honneur de nous écouter ce soir. Ça me ferait plaisir de répondre à quelques-unes. En tout cas, je voudrais remarquer un truc sur ce que tu as dit qui est très intéressant, sur l'ordre de Melchizedek. Tu as dit, c'est Balou Panchèvre qui t'a dit que les Esséniens avaient été fondés par Melchizedek, c'est ça? Mhm. Oui, c'est très vraisemblable et je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce que Melchizedek, dont on parle quasiment pas dans la Bible, hein, il y a deux trois mots là-dessus. Melchizedek, ça veut dire seigneur de justice, seigneur de paix, en hébreu, et il est considéré comme l'égal du Christ. Mais en fait, dire qu'il est l'égal du Christ, ça veut dire que c'est un avatar comme, le Christ en est un aussi. C'est-à-dire que ce sont tous les 2 la même, vibration à des époques qui sont incarnées à des époques différentes. Donc Melchizedek, comme par hasard, aurait donc, d'après ce que tu me dis, créé l'ordre des Esséniens qui était là dans le but de préparer la première venue du Christ. C'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'il a créé cet ordre et puis après il est parti et après il est revenu sous la forme du Christ. Mais quand il a fondé l'ordre de Melchizedek, il était vraiment incarné, hein. C'était roi de Jérusalem, roi de Salem, de la ville de Jérusalem qui était des bon, qui existait déjà. Et ça se passe, en quelle année? Grosso modo, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est pas tellement ancien, ça doit être daté de 800 avant Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. À mon avis, c'est de cette période-là. C'est bien après Abraham, bien après tout ça, bien après la constitution du peuple juif. Mais les Esséniens étaient une secte juive Enfin, et considéré. Melchizedek était évidemment roi de Jérusalem, était évidemment un juif en tant qu'incarné. Oui, oui, oui. Non, mais c'est très cohérent ça, c'est très intéressant. Oui, 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 Bon, oui. C'est si tu as la patience, je serais ravi qu'on réponde à quelques questions, si tu en as repéré eh à laquelle on bien, pouvait répondre en oui, moins d'une heure et demie. il y a pas de problème. Donc, c'est rendez-vous jeudi sur la chaîne à 19h30 sur Civilisation 5D où on va recevoir avec Franck, on va interviewer, moi et Super. Franck, Malou Panchèvre. Malou Panchèvre, si vous connaissez sa fille, c'est Lulumineuse. Donc, ça vous Oh là là, permettra oh là 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 là. de faire connaissance voilà, avec une âme extraordinaire. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec elle 3/4 d'heure déjà. On sent qu'on est en famille, hein. On sent les vibrations, on sent tout ça, et ça fait super plaisir. Donc, on a hâte aussi d'être jeudi. Alors, bah, il n'y a pas eu tant de questions que ça, Franck, au final. Les gens vous ont écouté sagement. Eh ben, c'est sympa. Bon, il y a une question ici. Est-ce que attendez, je l'ai eu, mais je la vois plus. Qu'est-ce que vous pensez de Grégory Grabovoy et des suites numériques? Alors c'est 2 choses différentes. Heu, Grégory Graboyev, je ne le connais pas personnellement. Je pense que mais j'ai eu l'occasion quand même de dire ce que je pensais de son travail. Je pense que c'est quelqu'un de très important. Je ne suis pas sûr que je veux rien dire de définitif le concernant, mais, heu, bon, heu, il faut distinguer le la personne et son travail et les suites de nombres, c'est un langage, c'est un vrai langage galactique. C'est-à-dire que chaque nombre a une énergie, chaque nombre a une force, chaque chiffre a une signification énergétique et
Heu, pour donner un exemple, Mijo que certains de ceux qui nous écoutent connaissent et que tu connais, Mathieu, avait reçu un jour un message, galactique qui disait simplement 1, 2, 9, 1, Ah 2, oui. 9. C'est une suite de nombres et cette suite de nombres, elle n'avait pas compris du tout ce qu'elle voulait dire et moi, dès que j'ai su, puisqu'on a rencontré Mijo, dès que j'ai su que ça existait, cela qu'elle avait, reçu cette suite de nombres, j'ai tout de suite compris, j'ai tout de suite interprété cette suite de nombres, qui est un langage, un langage universel qui permet de communiquer entre les extraterrestres d'une galaxie à l'autre même. Parce que les nombres ont la même signification d'une galaxie à l'autre. Il ne faut pas s'imaginer autre chose. C'est absolument universel. Et donc, le meilleur moyen pour des êtres de communiquer entre eux, c'est avec des nombres. Mais évidemment, ce n'est pas d'une précision extrême, mais pour des choses essentielles, c'est utilisable. Et donc, 1, 2, 9, le 1, c'est soi, le 2, c'est toi, et le 9, c'est la réalisation, c'est l'aboutissement. Et donc, c'était simplement un témoignage d'amour qui dit: «Moi et toi, ça fait un tout. Moi et toi, nous sommes la réalisation de quelque chose». Donc c'était simplement un mot d'amour qu'elle n'a pas compris sur le moment. Et c'est pour vous donner un exemple de ce langage galactique. Et lorsque Grabovoi donne des nombres, ce sont des nombres qui ont une signification énergétique très importante et qui donc peuvent avoir un effet, évidemment. Maintenant, il en est le communicateur sur cette planète et tout le monde a ses imperfections, hein, comme moi j'en ai aussi. Et voilà. Et justement, Franck, est-ce que vous n'avez pas envie de dire quelques mots, vu que c'est quand même notre responsabilité de le dire, hein, sur le langage galactique? J'ai longtemps voulu le faire, Ah, hein, faire une émission exprès sur ça, mais on va en profiter là maintenant. Ça oui, serait intéressant quand personne ne nous a posé la question, je suppose. même. Non, c'est Non. moi qui vous la pose, tiens. D'accord. Alors, tu dis le langage galactique, moi je vais te dire, mais de quel langage tu parles? Parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler, comme ils disent, en galactique avec des mots que on ne sait pas d'où ils sortent et on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, mais c'est chaque fois une langue différente, quoi. Ça dépend complètement de la personne en question. Et donc, moi, j'y attache pas une confiance considérable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend pas ce qui se dit, donc c'est très facile. Comme c'est 9 fois sur 10 quand on se connecte à des galactiques, on se connecte avec des reptiliens, il faut bien le reconnaître. 9 fois sur 10, les médiums qui reçoivent des messages, ce sont des messages des reptiliens, même s'ils se font prendre pour Saint Michel, pour Jésus, pour ce que vous voulez. Pourquoi? Pour la raison très simple que ce sont les plus accessibles, c'est plus facile d'accès. Alors évidemment, quand vous montez un petit peu, c'est eux que vous rencontrez, c'est pas les autres. Et donc, inversement, leurs messages sont continus perpétuellement. Ils essayent de manipuler nos pensées, et cetera. Alors, c'est vraiment, une masse de fausses informations ou d'informations qui sont manipulatoires, qui sont considérables. Et alors le fait que ces paroles soient incompréhensibles ne me laisse rien entendre de très bon là-dedans, parce que lorsque vraiment les hauts niveaux de vibratoire veulent s'adresser à nous, c'est d'une clarté limpide, c'est Mmh. immédiat et ça ne prête à aucune confusion. On sait parfaitement de quoi il s'agit, on sent tout de suite avec son cœur si c'est vrai ou si c'est faux. La question ne se pose pas. Il n'y a pas besoin de passer par une langue quelconque, qu'on ne comprendrait pas pour nous faire entendre des choses par télépathie. C'est peu importe la langue, la télépathie, ça marche toujours. On communique par télépathie avec les animaux, avec les insectes, avec tout l'univers si on veut. Donc, si vraiment il y a des messages à nous envoyer, ils nous sont envoyés. Ils ne sont pas envoyés à longueur de temps, comme c'est le cas avec les langages galactiques où il suffit de se brancher, ça y est, je reçois mon langage galactique, à la demande comme ça, c'est pas comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Quand on a des informations à recevoir, il faut y être prêt au moment où ça se présente et on est surpris de ça. On les fabrique pas, on les invente pas, on ne se branche pas pour les recevoir. Elles viennent pa On se branche parce qu'elles viennent et c'est tout. C'est complètement différent.
et donc il n'y a pas de raison que cela ne soit pas compréhensible. Si c'est pas compréhensible, moi je préfère m'en méfier. Ça me regarde, il y a des gens qui peuvent leur faire confiance. Il peut y avoir aussi, peut-être, des langages galactiques, qui sont, authentiques, même si, d'une personne à l'autre, ces langages sont complètement différents, n'est-ce pas? Il n'y a pas un langage galactique, mais chacun tous ceux qui en parlent, c'est toujours des sons différents, c'est toujours, puis surtout c'est à la demande et ça, c'est plutôt inquiétant. Donc, voilà, moi ça m'intéresse pas trop. Je crois que le seul langage galactique, vraiment intéressant, c'est les nombres. Et avec les nombres, on peut dire beaucoup de choses. On peut pas rentrer dans le détail énormément, mais on peut dire beaucoup de choses et c'est toujours, authentique. On pourrait entre nous parler avec des nombres. Ce serait plus compliqué. Il faudrait peut-être, préciser la codification pour utiliser un grand nombre de nombres, pour avoir des choses précises. Mais, on ne peut pas. Donc, avec quelques nombres, on peut dire des choses. On peut, influencer les gens, se donner des informations, et cetera. Mais ça suffit, il Trois- n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Vous Non, je m'entendez? sais On est pas en si ma oui, oui, je t'entends, mais je sais pas si ma réponse, te fait plaisir ou fait plaisir à tout le monde, hein. C'est sûr qu'il y a des gens à qui elle va pas faire je vous plaisir, hein. réponds 3, 6, 7 et 8. Voilà. Voilà ma réponse en langage galactique. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8, je note. Avec leur J'étudierai symbolique. ça. Euh, Merci Franck de votre réponse. En fait, bon, on la connaissait, votre réponse, mais euh, c'est de notre responsabilité de vous le dire. Ça veut dire que si on ne l'avait pas dit, ben c'est nous qui engendrions on aurait engendré du karma. Effectivement, pour connaître des gens qui se sont fait téléporter dans des vaisseaux physiquement, quand on leur parle en télépathie, que ce soit des Pléiadiens, des ce que vous voulez qui leur parlent, ça se traduit instantanément dans leur langue d'origine, évidemment. C'est de la télépathie. Comme Franck, vous venez de le dire avec les animaux. Donc, si les reptiles ou d'autres exploitent certaines failles émotionnelles ou psychiques de certaines personnes, c'est de notre devoir de vous prévenir de ça. Après, tout n'est pas acheté à la poubelle, évidemment. Comme vous l'avez dit, il y a énormément de langues galactiques qui existent, c'est un fait. Mais ici, on est sur Terre et on parle terrien. Et si des galactiques nous parlent, eh bien, ça se traduit dans notre langue d'origine. Et ceux qui prétendent déployer des fréquences, je ne vois pas pourquoi on déploierait une fréquence plus élevée qu'un langage galactique que sa propre personne. C'est soi. C'est la dualité, la fréquence, c'est la relation qu'on a à l'infini. C'est le niveau d'amour, c'est la ligne de temps, c'est ça notre fréquence. Donc on ne va pas changer de ligne de temps spécialement parce qu'on parle une langue galactique présupposée. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Franck. Oh, oui, oui. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, évidemment, mais Ah ça, c'est sûr. il faut dire les choses, on est là pour ça. Oui. Et on le fait Surtout, pour il vaut soi. mieux être prudent. Il vaut mieux être prudent parce qu'on ne sait pas ce que ça contient. C'est très facile Exactement. de manipuler les terriens. Oui, oui, oui. Ça se fait qu'un implant dans la gorge, d'ailleurs, ils peuvent imiter n'importe quelle fréquence, se faire passer pour Saint-Michel, pour Jésus, pour ce que vous voulez. Alors, tous ceux qui canalisent, moi, j'ai un conseil à vous donner. Vérifiez toujours, 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 toujours l'ADN de celui qui vous parle. Parce que ça peut pas on peut pas se tromper. Donc si quand vous recevez quelque chose, vous émettez l'intention profonde en étant centré de vérifier l'ADN de celui qui vous parle, si vous avez une image de reptile ou de poulpoïde ou d'insecte ou ce que vous voulez qui vous vient, bien vous savez à qui vous avez affaire. Donc c'est un petit truc qu'il faut savoir. Mais personne vérifie l'ADN de celui qui canalise. J'en ai jamais Mmh. rencontré un qui le fait. Donc je le dis à chaque personne à chaque fois. Sage conseil. Bon, ça suppose aussi quand même d'être déjà très branché pour faire ce genre de choses, mais bon, Oui. Alors, est-ce faut se faire que, confiance. Franck, est-ce qu'on déjà je veux faire un gros 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 bisou à Marie et Michel qui nous ont reçus à Nantes.
C'était vraiment une expérience extraordinaire qui nous ont permis de rencontrer Mijo, qui était, voilà, ça nous a fait extrêmement plaisir pour ceux qui connaissent Mijo, Mmh. qui ont déjà vu ses conférences de par le passé. Donc on a pu les rencontrer, c'était étonnant, c'était surprenant, c'était pas comme on s'attendait, mais c'était beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu projeter mentalement, et de toute façon, ça n'aurait pas pu être autrement. Comment peut-on s'imaginer une telle rencontre? C'est pas possible. Donc, je sais pas, vos impressions, peut-être, on en parlera peut-être plus longuement dans une Oui, autre oui. émission. Non, c'était très touchant, c'est sûr. Et puis moi, je ne la connaissais pas avant, mais il y a des gens qui l'ont connue des dizaines d'années, qui ont travaillé avec elle il y a des dizaines d'années. Elle est retirée de toutes ses activités maintenant. Oui, oui, merci, ça fait partie des événements marquants dans cette vie et des bénédictions qu'on reçoit, qui nous montrent qu'on est sur un bon chemin. Et oui, c'était vraiment Bon, extraordinaire. y a-t-il quelques personnes qui se posent des questions, auxquelles je pourrais répondre en 3 secondes? Euh, Là, la dernière forcément question que beaucoup, je tu voudrais... vas pas avoir le temps de lire tout, mais bon, on Non, peut toujours c'est comment essayer. on s'est rencontrés tous les deux. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les 2? Bah, ça, c'est toi qui vas le raconter, hein. Eh bien, c'est pas compliqué, j'étais complètement perdu dans la vie. J'écoutais les travaux de Philippe Guillemant. J'avais écouté ça pendant une semaine et ça me suffisait pas en fait, hein. Je me disais, bah, c'est bien cool tout ce que Franck dit, tout ce que Philippe démontre. J'étais content de voir quelqu'un qui démontrait ça en fait, hein. Mais je le savais déjà en fait, intuitivement, tout ce qu'il démontrait. Et ça répondait pas à mes questions en fait, hein. Et puis, je tombais sur un homme aux cheveux blancs euh, à droite en suggestion YouTube. Donc merci l'algorithme YouTube pour le coup, hein. Il a bien fait les choses. Et puis, ben, j'ai commencé à regarder une de vos vidéos, puis deux, puis trois. Et puis, j'ai commencé à faire ça au bas mot, hein, 15 heures par jour, pendant 1 ou 2 mois. Donc là, j'avais déjà dégrossi pas mal toutes vos vidéos sur Internet, hein. Je l'avais écouté plusieurs fois, évidemment. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, allez, je franchis le pas. J'ai vu qu'il y avait une université qui était créée depuis pas longtemps, 2016, si je ne me trompe pas. Et puis, bah, je vais franchir le pas, j'appelle. Euh, et puis je demande, bah alors, bonjour, monsieur Athème, j'aimerais bien voilà, faire votre université. Il y a combien d'étudiants? Puis vous m'aviez répondu une trentaine ou quelque chose comme ça. Puis ça a été assez bref, hein. Vous m'avez dit, donc je me suis inscrit. Et puis il y avait une rencontre, une rencontre des étudiants hein, à l'époque. Et, et C'est la voilà. 1re qu'on a faite, Ouais, je me ouais, la rappelle. première qu'on a faite, hein. Voilà, et ça me fait rire maintenant parce que quand vous avez demandé à tout le monde bah, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, moi, la seule chose que je vous avais répondu à l'époque, c'est bah, je veux poursuivre votre œuvre. Je veux continuer à faire ce que vous faites quoi, quand vous serez plus là. Quoi. Et, et ça avait fait marrer tout le monde parce que quelle prétention pour quelqu'un venu de nulle part qui dit ça. Quoi. Mais pour moi, c'était ma réalité absolue, vu que rien dans la vie, en fait, ne m'intéressait. Je me faisais chier partout où j'allais, en fait. J'étais blasé de tout. Et la seule chose qui me rendait pas blasé de quoi que ce soit, c'était la connaissance métaphysique. Et donc, bah, à partir de là, etc., etc., j'ai tout de suite senti vos affiliations avec Saint-Michel-Archange. Et vous m'aviez raconté, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça, à cette première réunion à la route du Lin, à l'extérieur, sur la table extérieure, vous étiez en bout de table, je vous avais même donné mon dessert pour la première fois. Oui, bien cette histoire. Et vous m'avez raconté l'histoire du poulet grillé avec Ah ouais, Saint-Michel. Quel humour ils ont. oui, c'est vrai. Tu veux que je raconte? Ah oui, bah regardez, il y a une guêpe Ouais, qui vient. Mais ça va, elle pique que les coureurs de jupons. Je ne risque rien. Oui, oui, et racontez. d ouais, bah, je me rappelle bien aussi de ça. C'est, on était, en promenade, au Mont Saint-Michel
et on avait été rendre visite à des amis qui habitent là-bas sur le mont, dans la citadelle et je me rappelle plus ce qu'on y faisait, mais bon, on on parlait sans doute de métaphysique parce que c'est pour ça qu'ils nous avaient certainement invités. Je me rappelle plus des détails et puis, en parlant comme ça, au bout d'un moment, on sent une odeur de poulet grillé, de plumes grillées, pas de poulet grillé, de plumes grillées. C'était mais une odeur très forte de plumes grillées. On se dit: «Mais qu'est-ce qui c'est qui est en train de» tout le monde, la sentait, «Qui c'est qui est en train de brûler des plumes ici? C'est pas possible», et cetera. Ça se sentait pas dehors, ça se sentait pas dans les autres pièces, c'était là, là où j'étais, ça sentait et si je me déplaçais, l'odeur se déplaçait avec moi. Je sentais l'odeur de plumes grillées et puis on la sentait, avec moi. Bon, ça c'est on nous l'a, la dame qui nous avait invités nous a dit, «Oui, mais ça n'a rien d'étonnant, c'est l'humour de Saint-Michel qui, pour se faire reconnaître, envoie cette odeur de plumes grillées quand il est présent». Heu, à cause de ses ailes, n'est-ce pas? Ah le troll! Ah le Ah troll! oui, trop drôle. Alors bon, on a trouvé ça très rigolo. Je me dis: «Pourquoi pas après tout?» Et après on est monté, dans la citadelle, tout ça, continuer notre promenade et à un autre moment, en montant un escalier, qui n'en finissait plus, on a senti à nouveau cette odeur de plumes grillées autour de nous, hein, heu, en plein air et c'était juste autour de nous, c'était pas à 10 mètres. C'était autour de nous, il y avait cette odeur de plumes grillées qui nous accompagnait pendant que nous montions l'escalier et on s'est dit: «Ah bah, bonjour, Saint-Michel, c'est sympa, il est encore là». On ne nous a rien dit, il nous a rien communiqué et tout, simplement encore une fois, sa présence, je suis là. Comme un peu le bonhomme, de 3 mètres de haut, en blanc qui était dans ma chambre, en 81 ou 82, je sais plus et voilà. Je suis à côté de vous, je suis avec vous, il y a pas de souci. Le but contrôle le tout, soyez en paix. Et ça, je l'avais tout de suite senti chez vous. Je l'avais tout de suite senti. Parce que j'avais une relation tout aussi particulière avec Saint-Michel depuis des années. Et je l'ai perçu dans votre énergie, en fait, qui vous accompagnait directement. Et puis d'ailleurs, entre deux, il est venu me voir il y a 2 ans. Et il m'a montré une flamme bleue qui m'a. Alors, j'ai pas vu son visage, hein, mais je savais que c'était lui. Et il m'a fait tendre la main comme ça. Évidemment, c'était dans l'esprit, hein, c'était pas physiquement. Et il y a une flamme bleue qui a surgi et une épée. La flamme bleue se transformait en épée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la signification du bouclier et de l'épée. L'épée, évidemment, c'est le discernement qu'on a longuement parlé sur il y a une ou deux émissions, et le bouclier, ben, c'est la fréquence vibratoire, hein. Donc c'est pour ça que les chevaliers ont de tout temps revêtu une symbolique très particulière. Quand on parlait d'épée et de bouclier, on parlait de discernement et de fréquence vibratoire et rien d'autre. Donc voilà. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Franck, pour aujourd'hui? Mmh, eh bien, visiblement, le but contrôle le tout et continue de contrôler ma vie, puisque c'était de moi que j'étais censé parler aujourd'hui. Je pense qu'il y en a qui auront été contents d'entendre, ça pour me connaître un peu mieux, même si, bon, j'ai toujours du mal à parler de moi. Heu, Maintenant, cette, ce but qui nous tire en avant, nous met les jalons dont nous avons besoin au fur et à mesure. C'est comme disait Richard Bach: «Un pont sur l'infini». Il n'y a pas de pont, mais si j'avance, si le pont va apparaître au fur et à mesure. À chaque pas, il va y avoir un morceau du pont qui va apparaître parce que je fais confiance, à ce but, à ce qui nous anime et à partir du moment où on fait confiance à ça, ben, les choses se font. Pour l'ego,
Ça peut être agréable, ça peut être désagréable, c'est égal. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on aille jusqu'au bout du pont. Et puis après, quand on a fini avec ce pont-là, un autre pont se présentera avec la suite de cette mission. Tout ça, c'est l'évolution infinie, l'évolution vers l'infini, puisque l'infini n'est jamais réalisé. La seule chose, c'est croître en amour, c'est-à-dire intégrer de plus en plus cet infini, l'univers qui nous entoure. Et ce pont, c'est aussi le pont qui est entre le mental et l'inconscient, entre le conscient et l'inconscient. Le conscient, il a le cerveau gauche, il réfléchit, il vit des choses, il a des sensations, etc. Et puis d'un autre côté, nous avons une partie de nous-mêmes, un aspect de nous-mêmes où nous savons tout. Nous savons toujours tout, nous avons toujours su tout. Toute la question est de lui faire confiance. En général, les gens ne font pas confiance à leur inconscient, ils préfèrent garder le contrôle. Ils ne croient qu'à leur conscient. C'est assez naturel au début. Mais on est là justement pour faire confiance à ce qui en nous n'est pas conscient. Parce que c'est là que se trouve notre vérité. C'est là que se trouve notre destinée. C'est là que se trouve notre réalisation. Et 1 plus 2 égale 9. Bonne soirée Exactement. tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée, Daciel. Saint-Michel est présent. Vous savez, aujourd'hui, c'est la pleine lune. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est Halloween. Donc, c'est une journée des plus importantes pour nos ennemis, amis. Enfin, on les aime, hein, mais c'est nos ennemis quand même. Et Nos adversaires, disons. C'est un jeu. C'est nos adversaires, pas nos ennemis. c'est nos adversaires. C'est le mot que je cherchais. Ça résonnait pas ennemi avec moi. Merci, Franck. Et vous voyez, c'est marrant. J'ai jamais eu une guêpe qui s'est pointée chez moi, dans mon bureau. Et la guêpe, c'est le symbolisme des protectrices, en fait. Hein, et elles ont le pouvoir de chasser les mauvaises choses. Faites-le sur Google, allez taper guêpe, symbolisme, et vous verrez. Donc, je pense que Saint-Michel, par l'intermédiaire de cette guêpe, est venu nous rendre visite, parce que c'est quand même pas un hasard que cette guêpe soit là en plein. Elle arrive au moment où on parle de lui. Je veux dire, en plus, il a timé le truc. Elle est juste ici, là. C'est incroyable. Donc, ok, ciao. Mais je préfère la guêpe que l'odeur de plumes grillées. Donc, merci de t'adapter à nos convenances. Donc, c'est cool. Non, c'est pas la pleine lune aujourd'hui, pardon, je me suis trompé, mais c'est quand la pleine lune? C'est bientôt? Ah non, on est en lune croissante, là. On est début de la lune, je crois. Non ah, je me Bon, rappelle. moi, Je ne sais plus où on en est. Pas grave. C'est pas grave. En euh, tout cas, aujourd'hui, nous, on a eu une belle tempête avec une pluie diluvienne et du vent et tout. C'est pour nettoyer, juste avant la conférence, pour nettoyer le mental et pour nettoyer l'émotionnel. Il n'y a rien de tel. oui, c'est le 8 novembre, hein, la pleine lune. Pardon. La pleine lune, le 8 novembre? La nouvelle lune? Apparemment, Ah bon? Je ne sais plus. Peu importe. je regarde le calendrier lunaire, là. Ok. Enfin, dans tous les cas de figure, merci. On a. Non, c'est pas la pleine lune, j'ai dit n'importe quoi. Excusez-moi. Voilà. Ça arrive de se tromper, surtout Tu veux que après je une te le journée. dise, moi? Comment? Tu veux que je te le dise? Mais Ouais, c'est ouais, pas, c'est pas le sujet. Non, c'est vrai que c'est une occasion. Je n'ai pas parlé d'astrologie dans cette histoire-là, mais j'aurais pu, parce que ça a tenu une grande part dans ma vie entre 1969 et 1979-80, même 85, oui. J'ai enseigné l'astrologie pendant une dizaine d'années, mais l'astrologie, avant de l'enseigner, m'a beaucoup éclairé et a été pour beaucoup dans la compréhension de ces principes de l'univers. Parce que si vous méditez sur les signes du zodiaque, sur les premiers signes du zodiaque, les seuls qui soient vraiment importants, 1, 2, 3, c'est-à-dire Bélier, Taureau, Gémeaux, et leurs reflets en face, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et après, le 4, le 5, le 6, qui sont Cancer, Lion, Vierge, et en face, Capricorne, Verseau, Poisson. Méditez ces symboles et vous allez voir que
ils correspondent très exactement aux phases de la création de l'univers. Et c'est ça et en faisant le rapport entre, puisque j'ai commencé l'astrologie, c'était en 71, je crois, 72, grâce à un astrologue j'étais pion à l'époque dans une école privée, et il y avait un autre pion qui, lui, était venu à Paris. Il venait de d'Amazon, je crois, dans le sud, dans le sud-ouest, et il est venu à Paris pour se lancer comme astrologue, et puis en attendant, il faisait des petits boulots comme ça. Il était pion aussi dans cette école privée, et il faisait les thèmes astrologiques de tout le monde comme ça pour s'amuser. Quand il a fait mon thème à moi, il m'a parlé de moi, de ma sœur, de mes parents, de tout ça avec une telle précision. Je me suis dit: C'est incroyable, comment c'est possible?» Et donc j'ai commencé, je me suis dit: «Je ne peux pas passer à côté d'une science pareille, c'est trop important. Je ne peux pas repartir et ne pas m'y intéresser». Donc j'ai appris l'astrologie, je me suis plongé dedans et j'ai fini prof d'astrologie au bout de quelques années. Et cette comparaison, et c'est la comparaison entre les symboles de l'astrologie que j'ai tout de suite rapproché de la métaphysique et de la création de l'univers magnétique, d'après les travaux de mon père. C'est le lien entre ces différentes phases qui m'ont permis de comprendre, entre les différents signes, qui m'ont permis de comprendre les phases de la création de l'univers. Et au bout du compte, je ne sais pas dans quelle mesure exactement, mais ça a été extrêmement important dans mon illumination et dans ma compréhension de tout ça. Ça a été, assez déterminant. Donc, je voulais rendre hommage à l'astrologie, qui est quand même la science la plus ancienne sur terre, avec la géomancie, puisque, on a des traces d'astrologie depuis 50 000 ans, hein. Donc, vive l'astrologie, j'y serai toujours fidèle, même si j'en fais plus du tout. Ne me demandez pas votre thème, je serais incapable de le faire aujourd'hui. Voilà, Eh bien, voilà, merci. c'était un petit, comment on dit? Un petit bonus. Eh ben, c'était génial. Merci de ce bonus. Ça va être extraordinaire. On va rapidement traduire cette vidéo en anglais. On va poser une belle voix dessus pour retranscrire tout ça. Parce que voilà, c'est la première fois, rappelons-le, que vous vous livrez autant. Vous avez déjà expliqué certaines des choses que vous avez dit aujourd'hui, mais par-ci, par-là, assez difficilement d'ailleurs. Ouais, par bribes. Le travail forcé ou sous la torture. Voilà. Du coup, c'est parfait. Eh bien voilà, merci Franck, merci à vous tous d'avoir été présents. Regardez, on est 555 exactement. Ah, c'est un En joli chiffre. Donc l'année prochaine, on sera sûrement un zéro de plus, hein. Donc, mais bon, merci à vous, Franck. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. À jeudi, 19h30, avec Malou Panchèvre, qu'on va interviewer, Franck et moi. Merci Mathieu, merci tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci à tous.